Salutations, ici Talentir pour un nouveau tutoriel. Et cette fois-ci, on va enfin s'attaquer à la triplette Warlord. En commençant par le premier que j'ai joué, à savoir El César, le jeu qui m'a fait commencer l'historique. Et en l'occurrence, deuxième version. Alors qu'est-ce que c'est El César? C'est donc un jeu créé par Rick Priestley, le papa de Warhammer Battle, édité chez Warlord. Et donc, jeu de combat de masse qui va vous permettre de jouer à travers les époques bibliques classiques de l'Antiquité, Antiquité tardive et Moyen-Âge. La version ici, donc, c'est la version 2. Pourquoi je parle de Triplet Warlord? Puisque le jeu a des points communs avec Black Powder et Pike and Shot. Pike and Shot étant celui de la période suivante, c'est-à-dire grosso modo 1500 jusqu'à 1700. Et Black Powder 1700 jusqu'à 1900. En sachant que Bolt Action, lui, n'a pas vraiment de similarité avec les trois jeux. Donc El César est dans le même... El César, Pike and Shot et Black Powder partagent le même squelette de règles qu'on verra en cours de jeu. Principalement le système d'ordre, l'organisation des armées en division et le profil des unités qui est commun aux trois jeux. On va examiner vite fait la bête. Donc, comme vous le voyez, j'ai le bouquin en couverture rigide. Très beau bouquin d'ailleurs, très bien illustré. Alors, il souffre malgré tout toujours de la même tare, j'ai envie de dire, que tous les bouquins de Warlord ont. En tout cas, c'est cette triplette-là. Il est un peu trop verbeux et c'est un peu mal organisé, mais celui-là est à mon sens le mieux foutu du lot. Vous avez également beaucoup d'illustrations, là. Ouais, c'est très joli. Une partie historique également à base de cartes qui présente les différentes périodes qu'il n'y avait pas dans l'ancien bouquin et qui est fort à propos pour les débutants. Autrement, ma foi, bel ouvrage. Pour ce qui est des listes d'armées, donc j'utilise l'ancien supplément Biblical and Classical Armies. Me semble pas que ces suppléments ont été réédités pour l'instant pour la nouvelle édition, mais honnêtement, étant donné le peu de différence entre la première et la deuxième édition, vous pouvez tranquillement les utiliser, c'est parfaitement compatible. Donc, pourquoi l'Antiquité? Eh bien parce que c'est la période que je joue en général. J'ai commencé avec des hoplites grecs, et puis ensuite j'ai fait une armée de la République romaine, celle qui est là. C'est une période très intéressante et qui a le mérite d'avoir des listes très variées en termes de type d'unité, de type de tactique aussi. Les armées sont beaucoup plus différenciées, c'est assez intéressant. Ici, en l'occurrence, on va jouer donc Romains contre Carthaginois, deux listes également un peu différentes. L'armée carthaginoise sera un peu un mélange. Vous avez des troupes puniques avec des mercenaires gaulois, des espagnols, il y a des éléphants, il y a des tirailleurs, il y a des warbands, de la cavalerie moyenne, de la cavalerie légère, etc. Les Romains, eux, c'est très centré sur l'infanterie. Donc là, j'aurais fait une division... enfin 3 divisions plutôt, une division centrale on va dire, qui regroupe les troupes romaines disciplinées classiques, avec le système des 3 lignes que vous pouvez jouer avec la liste d'armées de la République romaine. Les Astati devant, suivi des Principes avec les Triarii à l'arrière. Et donc 2 ailes d'alliés un peu sur la même optique mais sans la règle disciplinée et qui apportent la cavalerie sur les côtés. Donc, déploiement classique avec de part et d'autre donc les forces et les faiblesses de chaque liste. On va passer maintenant aux différents types d'unités. Alors, les différents types d'unités, on va pouvoir voir par exemple le côté carthaginois. On commence déjà par l'infanterie. Donc au niveau de l'infanterie, vous avez les 3 types. Vous avez l'infanterie légère, comme par exemple, c'est cette rétite,
espagnole. Il y a deux types d'infanterie, entre guillemets, légère. Il y a l'infanterie légère proprement dite et les tirailleurs. La différence, c'est que les tirailleurs n'apportent rien en termes de bonus pour détruire les divisions de l'armée. Alors que l'infanterie légère, si, elle compte dans le total. Ensuite, vous avez de l'infanterie moyenne, comme par exemple ces Scutari, ou encore ces Gaulois. Vous avez de l'infanterie lourde, comme par exemple ces lanciers libyens, ou ces vétérans carthaginois. Ensuite, vous avez la cavalerie. Là, vous en avez trois types. Vous avez la cavalerie légère, comme par exemple ces cavaliers légers numides. J'ai pas encore peint mes numides, donc en l'occurrence c'est les cavaliers perses, ça fera office 2. Vous avez également de la cavalerie moyenne, comme par exemple ces cavaliers gaulois. Il n'y a pas de cavalerie lourde dans la partie qui nous occupe, mais le cas échéant, vous pouvez en avoir, donc principalement des cataphractaires sur cette période-là, mais évidemment des chevaliers pour les périodes plus tardives. Vous avez également les éléphants, qui sont un type d'unité à part entière avec ses propres règles. Et vous avez également les machines de guerre, alors j'en ai pas ici, mais bon, vous avez des machines de guerre. Et ensuite l'autre type d'unité, ce sont les commandants, par exemple notre ami Hannibal ici. Les commandants, eux, ne comptent pas en termes de combat ou de place, prennent pas de place sur le terrain, mais leur rôle, ça va être de donner des ordres et donc de commander les unités pour les déplacer, puisque nous avons un système d'ordre que nous verrons plus tard. Sachez également que les commandants ont quelques ordres spéciaux qu'ils peuvent utiliser pour rendre, entre guillemets, des points de vie via un ordre de ralliement, ou prendre la tête d'une unité pour lui faire obtenir automatiquement 3 mouvements, ou encore rattacher des unités faisant partie de brigades qui sont en déroute, pour les rattacher à des brigades dont ils sont les commandants. Donc cet ordre-là étant que pour le général, c'est un nouvel ordre. Mais on verra ça en cours de partie. Passons au soclage. Donc au niveau du soclage, le classique est celui-ci, que j'utilise aussi à Black Powder et à Valor and Fortitude d'ailleurs. Donc il s'agit de 4 socles de 4 figurines chacune, comme voici. Est-ce que je le recommande? Oui, pour le coup il est très bien, il est parfaitement adapté. Il est aussi pas très gourmand en figurines, El César, par rapport à ses acolytes, qui sont beaucoup plus figurinivores, on va dire. Là, vous pouvez faire des parties intéressantes en ayant des divisions avec quelques unités. 16 figurines, c'est pas la mer à boire pour faire des unités, donc c'est pas mal. Alors, ça c'est du classique. Maintenant, si vous jouez des warbands, là, ça va vous coûter plus de figues, hein, c'est le double. Par exemple, là, nos amis gaulois. Alors, j'ai triché. J'ai pas fait des socles de 4, j'ai plutôt fait des socles de 3, pour histoire de conserver l'effet de masse et d'avoir le nombre de socles requis. Mais si vous jouez des phalanges, ce sera 32 ou 24 figurines selon le cas, selon si vous faites des piquiers ou des hoplites. Alors je précise que la chose la plus importante dans El César est la largeur de socle de l'unité. C'est-à-dire que là vous avez donc 16 cm, 160 mm, 4 socles de 40 x 40 mm. Il est indispensable que les deux adversaires aient la même largeur de socle. Tout simplement parce que au niveau des combats, et notamment pour les combats multiples et autres joyeusetés du genre, il est nécessaire que le soclage corresponde. Ça veut également dire que vous pourriez très bien jouer à El César sans aucune figurine, juste en découpant des socles, ça marche aussi. Bon, ce serait moche, mais bon, vous pouvez. Donc la largeur de socle, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment... si vous débutez le jeu, et que pour une raison qui vous appartient, vous voulez jouer avec moins de figurines, vous pouvez tout à fait. Arrangez-vous juste pour que la largeur
standard de vos figurines soit la même entre vous et les gens avec qui vous allez jouer. C'est l'essentiel. Ensuite, au niveau soclage, vous avez également une histoire de leader d'unité qui va vous servir dans certains cas de figure. Vous partez du principe que c'est le centre de l'avant de l'unité. Voilà. Autre chose à préciser évidemment, donc les unités ont des tailles différentes. On va les voir. Donc ça c'est le soclage classique, c'est la plupart des unités c'est 4 socles. Hein. Donc que vous jouiez une légion impériale, des Scutari comme ici, des soldats assyriens, des soldats égyptiens, des Hittites, ce que vous voulez. Du moment que c'est une infanterie en rang, en règle générale c'est 4 socles. Donc voilà. Si vous jouez avec des warbands, donc c'est double de socle. Si vous jouez des éléphants, ils viennent par paquet de 1, un éléphant, une unité. Évidemment, il a un soclage qui lui est propre aussi. Alors là, pour le coup, je ne crois pas que j'ai forcément le bon soclage. Mais de toute manière, le bouquin de règles vous donne à peu près les tailles recommandées. Ce n'est absolument pas une obligation. Si vous voulez jouer avec des tailles de socle plus petites ou des largeurs de socle plus petites, vous pouvez tout à fait. Mais il faut que votre adversaire et vous ayez le même. C'est tout. Pour la cavalerie, ce sont des socles un peu plus larges. Donc moi j'utilise pareil 4 socles. Il est recommandé de les mettre de la façon suivante. Alors l'avantage de ces unités à 4 socles, c'est qu'ils vous permettent de jouer toutes les formations du jeu. On les verra plus tard. Vous pouvez faire des colonnes, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez faire des lignes, pratiquement tout ce que vous voulez. Du coup, passons rapidement aux caractéristiques des unités. On va prendre pour exemple cette unité de lancier libyen. Comme vous le voyez, le profil est relativement épuré, il n'y a pas tellement de stats finalement. Donc les lanciers libyens ont un type, infanterie lourde, entre parenthèses S, standard, taille standard, donc moyenne. Vous pouvez avoir 3 tailles, en gros moyen, petit, grand, si vous préférez. Standard, modeste, imposante, on avait utilisé à l'époque avec L César France. Mais bon, peu importe. 3 formats. Ici, c'est un format standard. C'est donc une infanterie lourde. Les infanteries lourdes en format standard ont généralement 7 en choc et 7 en mêlée. Qu'est-ce que choc, qu'est-ce que mêlée? Ce sont les caractéristiques d'attaque. Choc, c'est la caractéristique clash en anglais. C'est la caractéristique qui gouverne le début de combat. En gros, c'est le nombre de D6 que vous allez lancer en attaque, que votre unité va lancer en attaque lorsqu'elle arrive au premier round du combat, qu'elle soit chargée ou qu'elle est chargée. Mêlée, sustained en anglais, est elle la caractéristique qu'on utilisera pour les rounds suivants. Donc vous notez que les deux caractéristiques ici sont identiques. Mais si vous prenez une cavalerie par exemple, comme par exemple ces Gaulois, et bien vous noterez qu'il y a une différence, que la valeur de choc est de 8, plus importante, mais qu'en mêlée, donc en sustained, les tours suivants, ça s'essouffle et donc elle lance beaucoup moins de dés. Donc voilà. Revenons donc sur l'infanterie libyenne. Vous avez une valeur qui s'appelle CP, courte portée, et LP, longue portée. Courte portée, c'est une caractéristique qui a une double utilité. Courte portée, c'est à la fois un tir et également la valeur qui est utilisée pour le soutien. Le soutien, on verra ça lorsqu'on fera un combat de mêlée. Mais en gros, c'est le nombre de dés soit que vous utilisez pour le tir à courte portée, donc entre 1 et 6 pouces, soit c'est le nombre de dés que vous ajouterez à l'attaquant que vous soutenez dans une mêlée. La plupart du temps, il n'y a qu'une seule valeur. Ici, comme ce sont des lanciers, il y a 2 valeurs, 3 et 0. C'est pour signifier que ils ont une valeur de soutien,
mais pas de valeur de tir. Ils ne lancent pas leurs lances. Ils les utilisent uniquement pour soutenir. En substance, ça veut dire que cette unité de lancier libyen peut soutenir avec 3D une unité en mêlée, mais ne peut pas faire d'attaque à distance, en courte portée. Par exemple, les cavaliers, là, les cavaliers celtibères, eux, ils ont une seule valeur, 3 en courte portée. Ça veut dire qu'ils peuvent à la fois soutenir en mêlée et en plus faire des lancers de javelot pour 3D en courte portée. La valeur de longue portée, ça concerne uniquement les unités qui ont une arme qui leur permet de tirer au-delà de 6 pouces, des arcs, des arbalètes, et bien sûr les machines de guerre. Idem, c'est le nombre de dés que vous lancez pour l'attaque. Ensuite, vous avez une valeur de morale. Ici, c'est 4+, pour les lanciers libyens, 5+, pour la cavalerie noble celtibère. Ça représente une sauvegarde d'armure, si vous préférez. Ici, ça représente à la fois la ténacité de l'unité et ses armures, donc c'est le moral. C'est pareil, vous prenez les touches qui ont touché, que votre adversaire vous a infligé, vous lancez, vous devez obtenir le résultat indiqué. Et enfin, résistance. Résistance est, en substance, les points de vie de l'unité. Lorsque vous arrivez à 0 de résistance, vous n'êtes pas détruit, mais votre unité passe dans le statut ébranlé, et sera donc moins efficace en combat, moins efficace en tir, incapable de déclarer une charge, et plus susceptible d'être détruite si elle subit un test de panique. Bref, c'est pas un état très réjouissant. La plupart des unités moyennes ont 6, les petites ont 4 et les grandes ont 8, quel que soit le type en général. Et enfin, donc, vous avez les règles spéciales d'unité, donc là ça varie d'une unité à l'autre. Là, la règle spéciale pour les lanciers libyens, c'est qu'ils ont des lances, donc il faut se référer à la règle des lances. Pour les celtibères, ils ont guerrier émérite qui leur permet de lancer un dé qui a échoué en mêlée, mais un seul. Et enfin, les points. Passons aux divisions. Donc chaque armée est composée d'un certain nombre de divisions, au minimum une, et chaque division est composée d'un certain nombre d'unités accompagnées d'un commandant, qui va donc être chargé de donner des ordres à la division et de faire déplacer les unités. Les divisions ici sont composées de 4 unités, c'est ce qui est recommandé, mais je n'ai pas vu dans le manuel V2 d'obligation de nombre minimum. Il me semble que l'édition précédente c'était 4, donc j'ai tendance à respecter les 4, mais j'ai rien vu qui oblige a priori, ou alors j'ai raté le chapitre. En tout cas, j'ai rien vu qui oblige à en avoir 4 minimum, donc on pourrait en avoir moins. À Black Powder, par exemple, on peut avoir des unités des brigades de 3 unités. De toute manière, 3, c'est pas forcément un très bon chiffre, dans le sens où 2 unités suffisent à dérouter la brigade. Alors que quand vous avez une division avec 4 unités, il faut en détruire 3. Donc c'est toujours plus intéressant de faire 4 unités. Maintenant, je ne vois rien qui s'opposerait dans l'absolu à faire des divisions de 3 à El César. Donc là, par exemple, vous avez une division avec le commandant, et c'est une division mixte. Vous avez une infanterie moyenne, une warband, un commandant, une cavalerie moyenne et une cavalerie légère. Vous n'avez pas de règles dans la composition des divisions, vous pouvez faire des grosses divisions, des petites, vous pouvez mixer l'infanterie, la cavalerie, les éléphants, les chars, tout ce que vous voulez, ou au contraire faire une division uniquement d'infanterie et de choses du genre. Passons maintenant aux formations. Alors, les formations, donc la classique c'est la ligne de bataille, comme ici. Une autre formation qui existe, c'est la formation dispersée. Donc toutes les unités peuvent l'avoir, ça permet de se déplacer plus facilement, d'ignorer en tout ou partie le terrain difficile et les décors, et également de se déplacer plus facilement autour des unités, puisqu'il y a la règle de proximité, qu'on verra en cours de jeu, qui entre en ligne de compte également. Bien évidemment, c'est absolument pas une formation avec laquelle vous combattez, puisque vous aurez des malus, donc ça, on le verra en cours de jeu. L'autre formation basique, c'est la colonne. Donc ici, il faut comprendre colonne de marche. Donc c'est une formation pour se déplacer, et absolument pas pour combattre non plus. Pareil, on verra en cours de jeu ce que ça donne. Vous avez ensuite également, dans certains cas, la possibilité de faire des carrés. Alors bon, c'est pas forcément super historique,
mais le jeu a laissé cette possibilité. Donc vous le matérialisez de cette manière-là, comme à Black Powder. Et enfin, vous avez des formations spéciales. Donc la plus connue, c'est la phalange. Alors ici, j'ai pas de phalange, mais en gros, c'est les piquiers équipés de Saris des Macédoniens, par exemple. Vous aurez alors, dans ce cas-là, le double de socles. Ce sera donc comme la Warband sur 8 socles. Et enfin, vous avez les Warbands, qui elles aussi sont en double soclage. Et enfin, vous avez des formations un peu plus spécialisées. Donc, il y a par exemple la tortue, pour les Romains, époque Marius, César et Empire. Vous avez également la tête de cochon et le coin, pour les armées médiévales plus tardées, le chiltron, ce genre de choses. Donc là, c'est des formations un peu particulières qui sont des émanations d'une règle spéciale d'une unité. Ce ne sont pas des formations qui sont accessibles généralement à d'autres armées. La phalange, par exemple, c'est que pour les piquets. La warband, c'est que pour certaines unités, comme par exemple ici les Gaulois. Mais la ligne, la formation dispersée et la colonne sont accessibles à toutes les unités du jeu en général. Voilà. Précisons également que certaines unités comme les tirailleurs ne peuvent pas être en formation autre que dispersée. Par exemple, vous ne pouvez pas vous mettre en formation serrée avec des tirailleurs. Voilà. Mais ça, on verra également en cours de jeu. Passons au scénario. Donc, contrairement à El César première édition, la V2 nous gratifie de scénarios cette fois-ci. 3 scénarios classiques et génériques. Donc, bataille de rencontre, bataille d'approche et engagement. En l'occurrence, je vais jouer le très simple scénario 1, donc bataille de rencontre. Comme vous le voyez, le scénario indique les zones de déploiement, la distance dans laquelle les armées doivent être séparées. Donc vous voyez que, contrairement à beaucoup de jeux où la distance de séparation c'est 24 pouces, ici c'est 18 plus 18, donc 36 pouces, hein, ce qui explique les zones de déploiement assez fines des deux armées. Ce qui s'explique par le fait que comme vous pouvez vous déplacer de 3 fois votre distance, si vous obtenez un bon jet, une cavalerie pourrait faire 3 fois 12 pouces pour les cavaleries légères, donc 36 pouces. Donc c'est pour éviter des charges tout rang. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le scénario vous indique également les règles spéciales de déploiement. Donc ici, il y en a 2 qui sont en option, mais j'ai décidé de les jouer. Parce que je trouve que c'est pas mal, ça donne un peu plus d'importance aux unités légères qui étaient un peu le parent pauvre, je trouve, dans la version précédente, puisque elles servaient un peu de distraction, mais n'avaient pas vraiment toujours de très grandes utilités. Donc là, par exemple, ça permet de déployer des tirailleurs, de l'infanterie légère en ordre dispersé, des archers montés ou de la cavalerie légère en ordre dispersé 6 pouces plus loin que ce que la zone de déploiement permet. Donc, permet déjà de placer ces unités légères plus loin. Et la deuxième règle, elle permet tout simplement à ces unités de tirailleurs ou d'infanterie légère, donc seulement les tirailleurs et l'infanterie légère en ordre dispersé, hein, bien sûr, de se placer sur une unité de bois ou de terrain similaire qui permet de se cacher, qui se trouverait dans la moitié de table. Donc là, par exemple, vous verrez, j'ai placé mes tirailleurs carthaginois dans le bois, justement, pour profiter de cette règle. Donc ça permet également de faire un déploiement en éclaireur pour les tirailleurs et de pouvoir commencer le harcèlement un peu plus tôt, puisque vous le verrez dans la plupart des cas, ce genre d'unité fait pas trop long feu. Donc autant s'en servir dès que possible. J'en profite également pour vous parler des listes d'armées. Je vous disais que j'utilisais les vieux suppléments de la V1. Il y en avait plusieurs qui a été publié. Il y en avait un, celui que j'utilise ici, c'est Biblical and Classical, qui regroupe toutes les listes d'armées des périodes bibliques et classiques. Donc ça va des Égyptiens et des Hittites et des Sumériens jusqu'à l'Empire romain. C'est donc une période assez vaste, donc ce supplément il valait vachement le coup en termes de période couverte. Il y avait beaucoup de listes d'armées, je crois qu'il y en avait
au moins plus d'une trentaine de listes d'armées au moins, voire peut-être une quarantaine, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça valait le coup. Donc si vous avez moyen de le retrouver par un biais ou un autre, je vous le conseille, c'est toujours encore adaptable. Il y avait également un autre supplément qui permettait de faire l'Antiquité tardive, fin de l'Empire romain, enfin déclin de l'Empire romain plus ou moins, jusqu'au Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge. Ici, dans le bouquin, comme vous voyez, on nous a pas laissé sans rien. Ça c'est bien, je trouve. On nous a mis des listes d'armées. Vous voyez, bon, alors il n'y en a pas beaucoup. Mais cette fois-ci, au moins, vous avez des listes et vous avez les coûts. Parce que ça, c'était quelque chose qui manquait dans le bouquin, la V1. Vous n'aviez pas les coûts. Puisque à la base, l'auteur pensait que les coûts, c'était superflu. Et donc, du coup, on ne savait pas vraiment, on équilibrait les armées comme on pouvait. Là, maintenant, c'est pareil qu'avec les recueils. Parce que dans les recueils, évidemment, vous aviez les points. Mais il fallait acheter les recueils. Ici, vous avez dans le bouquin certaines listes. Donc, par exemple, ici, si vous voulez jouer des Romains Marius, vous avez la liste pour les jouer. Faisons également un point sur les conditions de victoire. On n'est pas parlé, mais comment est-ce qu'on gagne à ce jeu? Donc les 3 scénarios génériques n'ont pas de conditions de victoire différentes. C'est la condition de base, et la condition de base, c'est détruire plus de la moitié des divisions de l'armée adverse pour remporter la victoire. Donc c'est bien précisé, plus de la moitié des divisions de l'armée. Donc si vous avez 4 divisions dans votre armée, il faudra en détruire 3, il faudra en briser 3, plus exactement. Mais il précise cette fois-ci, et ça c'était pas le cas dans l'édition précédente, que si l'armée ne contient que 2 divisions, en briser une suffit. Ça c'est très important parce que effectivement, quand on jouait des parties à petit format, il était souvent, dans l'ancienne édition, plus utile de faire 2 grosses divisions plus dures à dérouter, donc, en elles-mêmes, parce que, comme il n'y avait pas cette précision, on partait du principe qu'il fallait briser toute l'armée. Donc là, ils ont corrigé ça, et ça, c'est très bien. Comment est-ce qu'on brise une division? Alors, une division sera brisée au début d'un tour de joueur si plus de la moitié des unités opérationnelles de la division sont détruites ou ont quitté la table en étant ébranlées. Si vous êtes ébranlé et que pour une raison X ou Y, parce que vous faites un repli ou une évasion, vous sortez de la table, vous ne pouvez plus revenir, vous êtes considéré comme détruit. Donc, ça revient au même. Donc soit plus de la moitié des unités opérationnelles de la division sont détruites ou ont quitté la table, soit toutes les unités restantes sur le champ de bataille de la division sont ébranlées. Dans ce cas-là, vous devez faire la phase de commandement, et à la fin de la phase de commandement, si c'est toujours le cas, eh bien dans ce cas-là, la division est brisée. Ça veut dire que ça vous laisse une dernière chance. Dans le second cas, dans le cas où il n'y a que des divisions, des unités ébranlées, ça vous laisse une chance d'en rallier une pour éviter la déroute de la division. Donc ça c'est important. Vous aurez noté que je parle de d'unités opérationnelles. Donc les unités opérationnelles, c'est toutes les unités à l'exception des tirailleurs, ils ne comptent pas, de l'artillerie légère, des bagages et des unités minuscules. Donc les unités de taille minuscule, bon, il n'y en a pas ici, mais vous pouvez avoir des unités toutes petites de quelques figurines. Mis à part celles-ci, toutes les autres unités d'une division comptent. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'une division est brisée? Alors une fois qu'une division est brisée, déjà c'est définitif, la division est perdue. Et ce qui se passe, c'est que les unités qui sont déjà hors de la table ne peuvent plus revenir, même si elles n'étaient pas ébranlées, ne peuvent plus revenir. Les unités qui sont ébranlées sur la table ne peuvent plus se rallier, on verra ce que c'est le statut ébranlé et le ralliement lorsqu'on jouera. Les unités de la division doivent effectuer, dans ce cas-là, toutes soit un ordre pour faciliter une retraite. Donc vous pouvez, si par exemple vous avez des unités devant d'autres qui peuvent charger, qui vous gênent, mais que ces unités sont d'une division qui est brisée, vous pouvez décider, avec un ordre, de les faire reculer plus vite ou décamper. Et en précisant que si vous ratez en plus l'ordre, elles ont droit à un mouvement gratuit. Ce mouvement devant être une retraite. Mais même si vous choisissez de ne pas le faire, l'unité est obligée de faire un ordre de retraite vers son bord de table, avec un mouvement d'initiative.
Les unités qui sont déjà au combat, au moment où la division est brisée, elles continuent le combat. Et si elles gagnent, elles peuvent même faire une percée. Ça peut être intéressant. Les unités qui ne peuvent pas se replier parce qu'elles sont encerclées, par exemple, dans ce cas-là, elles peuvent adopter une posture défensive, comprendre se mettre en carré, par exemple. Et celles qui font une retraite, donc, se vont vers le bord de table, et ce, même si elles sont désorganisées. Là aussi, c'est un point qu'on verra. L'ordre désorganisé, enfin, le statut désorganisé, c'est un statut qui vous empêche normalement de vous déplacer. Là, si les unités font partie d'une division brisée, même si elles sont désorganisées, elles font le mouvement de retraite quand même. Enfin, les unités qui ont la possibilité de faire une contre-charge, parce qu'elles sont chargées, ont quand même le droit de la faire. Donc ça veut dire que si votre cavalerie est en train de se replier et qu'une autre cavalerie la charge, par exemple, elle a le droit de faire sa réaction de contre-charge. Enfin, il y a également le général qui peut utiliser un ordre spécial qui s'appelle « Où est votre courage ?», qui lui permet de rallier une des unités de la division brisée et de l'intégrer à sa propre division. Évidemment, il n'y a que le général qui peut le faire, et ça suppose donc forcément que la division du général n'est elle-même pas brisée, évidemment. Donc voilà pour les conditions de victoire et comment ça va fonctionner. Commençons par la présentation des armées. On va commencer par les Carthaginois. Donc, on a notre ami Hannibal, qui est ici. Un éléphant. 2 unités de lanciers libyens, et derrière 2 unités de vétérans carthaginois. Une cavalerie royale punique. Ici, nous avons des lanciers libyens en éclaireur, et un deuxième pack ici, donc de taille petite, ces 2 unités, les autres sont de taille moyenne, la cavalerie punique est de taille petite. Donc ça c'est la première division, celle d'Hannibal. La deuxième division, de côté, qui contient principalement des alliés, notre ami Maharbal qui est là-bas, sera le commandant. Il y a donc 2 hordes de Celtibères, ici et ici. Des javeliniers, donc ici ce sera des Caetreti ibères. Nous avons ensuite des Scutari espagnols, ici. La cavalerie noble gauloise et donc des Numides, cavalerie légère numide. Voilà pour les Carthaginois. Passons aux Romains. Passons à l'armée romaine, qui sera dirigée par le consul ici. 3 divisions ici. Une division romaine avec donc des velites, 2 unités petites. 2 unités de Hastati, c'est des petites unités, donc j'ai juste rajouté un rang histoire d'améliorer l'effet de masse, mais en théorie il y a juste 2 socles de 4 figurines. Là c'est vraiment parce que je voulais que ça ait un meilleur effet visuel, mais c'est pas obligatoire. Ensuite pareil, 2 unités de Principes et des Triarii derrière. Ensuite il y a une division d'alliés avec des Écutes, taille petite. Unité de Léves, taille petite, des Hastati et des Principes, avec un commandant qui est là. Et une deuxième, pour représenter l'autre aile des alliés, qui était généralement sur les ailes. Des Hastati, des Principes, des Triarii et des Léves, et une unité d'Écutes avec le commandant là-bas. Donc vous avez remarqué qu'en fait, il n'y a que des petites unités dans cette armée. Puisque la liste d'armées des Romains républicains vous permettent de jouer avec le triplex Acies, donc les 3 lignes, Hastati, Principes, Triarii. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des petites unités. Alors ça semble être un désavantage, puisque les petites unités ont forcément moins de points de vie, de résistance. Moins d'attaques, etc. Mais en réalité, cette liste est assez redoutable, je trouve, puisque vous avez une flexibilité tactique qui retranscrit bien un peu l'armée romaine, puisque vous avez beaucoup de petites unités qui, certes, ne gagneront pas forcément un combat 1 contre des unités d'infanterie lourde équivalentes en taille normale, mais qui pourront
les bloquer ou gagner du temps de façon à ce que les autres unités manœuvrent. Donc c'est une liste extrêmement intéressante, je trouve, la liste Romaine République. Et du coup, ça va faire un bon clash avec la liste carthaginoise, qui est elle aussi une des meilleures du recueil pour sa variété et certaines de ses troupes qui sont très fortes. Ce sera un bon classico, on va dire. Passons donc à la séquence de jeu. Concernant cette séquence de jeu, ce qu'il y a à savoir déjà, c'est que le jeu est en Aigo Yugo. Donc vous faites votre tour avec toutes vos unités et l'adversaire fait de même le round d'après. On précise également que la prémesure est autorisée et que les distances sont mesurées depuis les socles, sauf pour les commandants. Pour les commandants, la distance est faite depuis leur tête. Donc voilà. La séquence de jeu est la suivante. Vous commencez par la phase d'ordre, puis la phase de tir, et enfin la phase de mêlée. Là, nous allons commencer avec la phase d'ordre, qui est la phase la plus particulière à ce jeu, on va dire. Et à toute la Triplet Warlord, c'est celle qui est vraiment commune aux trois systèmes de jeu. Comment ça fonctionne? Eh bien, pour déplacer vos unités, vous ne faites pas comme par exemple à King of War ou à d'autres wargames de ce style. Vous ne déplacez pas les unités une à une librement. Pour qu'une unité se déplace, le commandant de l'unité doit leur donner des ordres. Ordres qui doivent être formulés à votre adversaire. Vous devez dire cette unité va faire ci, va faire ça. Ça peut également donner des phases de roleplay si vous voulez être un peu immersif. Et notamment, par exemple, dire le bataillon de l'élite d'Hannibal se porte à la rencontre de la première légion romaine, ce genre de choses. Si vous êtes dans un mood immersif, vous pouvez faire ça. Ce qu'il y a donc à savoir, c'est que les ordres sont donnés par les commandants, qui sont donc cruciaux pour ce type d'ordre. Vous formulez un ordre, l'ordre doit être non ambigu, il doit être très clair. C'est par exemple, mon unité avance tout droit, c'est un ordre. Mon unité avance de façon à bifurquer de ce côté de la forêt, c'est clair aussi. Ils ne doivent pas être conditionnels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner un ordre incertain qui a une possibilité de ne pas se produire. Votre ordre doit être très clair. Ah oui, et j'ai oublié de parler d'un point, effectivement, les mouvements d'initiative. Alors, qu'est-ce que c'est les mouvements d'initiative? C'est simple. Au début de la phase de commandement, si vous ne souhaitez pas lancer d'ordre avec une unité, vous avez une alternative pour les unités, et uniquement pour les unités qui ont un ennemi dans les 12 pouces autour d'eux. Dans ce cas-là, cette unité peut choisir, à la place de lancer les dés, elle peut décider de faire un seul mouvement à la place d'un ordre. Donc évidemment, vous ne pouvez pas lancer d'ordre à cette unité par la suite. Voilà. Et les mouvements d'initiative doivent tous être faits, donc tous pour toute l'armée, doivent tous être faits avant de lancer les ordres standards. Voilà. Alors, précisons également que la V2 nous a gratifié d'un nouvel ordre spécial, qui n'existait pas avant. On verra les ordres spéciaux avant, mais là je suis obligé d'en parler parce que c'est le cas de figure où il peut se produire. À la place des deux types de mouvements que je vous ai expliqué précédemment, maintenant vous avez également un ordre spécial que le général, et seulement le général peut faire, qui consiste à lancer lui-même un ordre, quel que soit le degré de réussite, à partir du moment où il est réussi, toute l'armée, donc toutes les divisions, toute l'armée peut faire un mouvement. Donc c'est particulièrement utile en début de partie pour s'assurer que votre armée avance d'un seul tenant, qu'il n'y ait pas de disparité. Donc là ce serait très utile, mais j'ai vraiment envie de vous montrer le fonctionnement de la séquence de mouvement, donc je ne vais pas le faire ici, je vais peut-être le faire pour les Romains. Mais voilà, sachez que cet ordre spécial existe désormais. Alors pour les petits malins qui se posent la question, évidemment une unité est limitée à un ordre par tour. Vous ne pouvez pas lancer un ordre avec un commandant et ensuite un ordre avec un autre commandement.
parce qu'il y a plusieurs limitations. La première, c'est que chaque commandant ne peut commander que les unités de sa division. Donc quand un commandant de division lance un ordre, c'est forcément sur les unités de sa division. Et de plus, une unité ne peut recevoir qu'un seul ordre par tour. Et également, pour préciser, un mouvement d'initiative est considéré comme un ordre. Ça veut simplement dire que c'est le chef d'escouade qui a pris l'initiative de bouger, mais l'unité a bougé et a reçu son ordre. Vous ne pouvez pas ensuite par derrière balancer un commandement du général de division. On va attaquer avec notre ami Hannibal pour commencer. On va partir du principe qu'il va vouloir envoyer une partie de son infanterie ici, entre le bois et la maison, faire contourner éventuellement sa cavalerie royale par là-bas pour peut-être soit engager les équites adverses et en cas de victoire prendre les flancs de l'ennemi et faire avancer le reste de la phalange ici avec l'éléphant. Ici on a deux ordres différents puisque évidemment les unités ne vont pas au même endroit. Vous pouvez choisir de donner des ordres à vos unités individuellement, un par un. Par contre, ça vous fera faire beaucoup de tests. Et qui dit beaucoup de tests dit ça va rater au bout d'un moment. Il y a quand même, je crois, 25% de chances de rater sur un commandement à 8. Donc, le but, ça va être de minimiser le nombre de tests. C'est pour ça qu'il existe la possibilité de grouper les ordres lorsque les unités vont au même endroit et reçoivent le même ordre. Si par exemple deux unités doivent attaquer une unité ennemie ensemble, que c'est le but, vous ne faites pas l'ordre pour chaque unité individuellement, ça va vous risquer de vous faire rater votre test de commandement. Vous allez les grouper. La condition pour grouper les ordres, c'est que les unités fassent partie de la même division, d'une part évidemment, parce que le commandant peut donner d'ordre qu'aux unités de leur division, mais également qu'elles ne soient pas éloignées de plus de 6 pouces les unes des autres. Si vous avez une unité là et une autre là-bas, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas leur donner d'ordre groupé. Il faut qu'ils soient dans une certaine proximité. Donc il y a deux conditions, c'est recevoir le même ordre, ou en tout cas aller dans la même direction, et être à 6 pouces maximum les uns des autres. Là en l'occurrence, je vais commencer par ce groupe-là que je veux envoyer ici. Donc je vais faire mon test de commandement avec Hannibal. Donc Hannibal, on va dire qu'il était là au début de la bataille, parce que je l'ai déplacé pour les besoins de la cause. Les commandants ont une portée pour le commandement. Concernant la distance à laquelle un commandant peut donner des ordres est potentiellement illimitée. Il y a cependant une distance de base de 12 pouces, 30 cm. Au-delà, vous avez un malus cumulatif de -1 par tranche de 12 pouces pour représenter le fait qu'il faut envoyer des estafettes et que la portée immédiate du commandant est trop loin. Bon, là, en l'occurrence, les unités sont à 12 pouces, donc il n'y aura pas de malus. Donc on va faire le test. Je vais lancer le dé. Donc là, j'ai obtenu un 9. La plupart du temps, 9, c'est raté. Ici, c'est réussi parce que Hannibal a un commandement de 9. Au niveau du degré de succès, si vous obtenez le niveau de commandement du commandant tout pile sur les dés, ou un cran en dessous, vous aurez un mouvement. Si vous obtenez 2 crans en dessous, vous aurez 2 mouvements. Et si vous obtenez 3 crans ou plus en dessous, vous avez 3 mouvements, le maximum étant 3 mouvements. Ici, j'ai donc obtenu un mouvement. Mon unité peut donc se déplacer d'un mouvement, et comme j'ai décidé d'englober dans l'ordre ces deux-là, les deux pourront se déplacer d'un mouvement. Évidemment, au moment où vous faites le mouvement, vous devez respecter l'ordre que vous avez annoncé. Vous ne pouvez pas changer en cours de route. Si votre ordre c'était d'aller par là et que ça ne vous arrange plus, parce que vous espériez 3 mouvements, vous ne pouvez pas le faire. L'unité fait ce qu'elle a été ordonnée de faire. Je précise également, ça on le verra plus tard, que lorsqu'il y a un ennemi à proximité, pour éviter les mouvements stupides de ce genre-là, à partir d'une certaine distance, 12 pouces, quand vous êtes à 12 pouces d'un ennemi, vous êtes obligé d'aller vers cet ennemi ou de reculer par rapport à cet ennemi. Vous serez loqué, entre guillemets. Alors c'est une règle assez importante qui n'est pas toujours très facile à appréhender. Il y a pas mal de cas de figure où il faut adapter, très clairement.
Mais sinon, le principe, c'est ça. Ici, il n'y a pas d'ennemis, donc elles vont appliquer leur ordre. Je rappelle donc le mouvement de l'infanterie, ici c'est de l'infanterie lourde, c'est 6 pouces. Durant le mouvement, l'unité est libre d'effectuer des roues autant qu'elle veut, comme elle veut. Simplement, il faut que le morceau d'unité le plus éloigné n'ait pas parcouru plus de mouvements qu'il n'a le droit. C'est la seule contrainte. Autrement, vous pouvez faire les mouvements comme vous voulez. Voilà. Si j'avais échoué à mon ordre, ça c'est important aussi, lorsque un commandant échoue à donner un ordre, la phase d'ordre se termine. Il ne peut plus donner d'autres ordres. C'est-à-dire que les autres unités ne peuvent pas bouger. Donc c'est assez punitif. Ici, l'ordre est réussi. Je vais donc pouvoir continuer. Je décide donc d'envoyer ma cavalerie, mais cette fois-ci, je vais l'envoyer plutôt... je vais plutôt l'envoyer en avant, ici. Je vérifie la distance. 12 pouces, c'est bon. C'est parti. 10, c'est raté. Donc la cavalerie a raté. Alors il peut arriver, dans ce genre de cas, que certaines unités aient une règle spéciale qui s'appelle disciplinée, qui leur permet, lorsqu'elles ratent un ordre, de quand même faire un mouvement. Les Romains, par exemple, ils l'ont. Donc je ne l'ai pas donné à toutes les unités romaines, je partais du principe que les alliés ne l'ont pas, mais les unités romaines de la division principale l'ont. Donc elles pourront bouger même si elles ratent un ordre, ce qui est quand même très fort. Ici, nous avions une cavalerie royale carthaginoise, et elle a la règle élite, mais elle n'a pas la règle disciplinée, donc elle ne bouge pas. Bon, fort heureusement pour notre ami Hannibal, il est le général de l'armée, et les généraux d'armée ont droit chaque tour à une relance, une seule. Donc, on va relancer le test. Bon, alors là, ça tombe bien, on va voir un autre cas de figure. Donc, quand le général d'armée utilise sa relance, on doit utiliser le deuxième jet, même s'il est pire. Et là, il est pire. Parce que là, l'ami Hannibal, il nous a fait un fiasco. Quand vous faites un double 6, c'est un fiasco. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer un dé sur une table. Table des fiascos. Donc, on peut imaginer que les ordres ont été mal interprétés, que ça engendre une catastrophe. Donc, la table de fiasco, vous lancez dessus et vous pouvez avoir des mouvements incontrôlés, en avant, en arrière, qui peuvent générer plein de choses. Une unité qui va se mettre en position dangereuse, quitter la table. Parfois, par hasard, ça peut avoir un effet bénéfique. Là, en l'occurrence, on va voir ce que ça donne. Alors, on va lancer un dé pour savoir ce que donne ce fiasco. On lance un des 6 et on regarde ce que ça donne. Ben, c'est le pire. Fuite incontrôlée. L'unité se tourne pour faire face à son arrière et effectue 2 mouvements entiers. Elle se déplacera également de plus si nécessaire pour ne pas se retrouver au milieu d'une unité amie. Une fois le mouvement effectué, l'unité subit une perte pour représenter la perte de troupes ou d'équipement subi durant cette ignominieuse bousculade. Donc allons-y. Alors, quand vous obtenez un fiasco sur un ordre, ça n'affecte que les unités qui ont reçu l'ordre. Là, heureusement, ce n'était pas un ordre groupé, donc ça n'affectera que la garde royale punique, mais apparemment, ils sont un peu plus lâches que prévu, et donc ils vont copieusement sortir de la table, puisque avec leurs 2 mouvements, ça va faire du 18 pouces. Elles sont dehors. Donc cette unité est dehors. Et en plus, elle prend un point de vie. Voilà qui est pas trop mal. Après ce piteux échec d'Hannibal, ça va être au tour de Maharbal d'essayer de sauver l'honneur. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va avancer, mais on va tenter d'aller au maximum de nos possibilités avec la cavalerie. Donc on va commencer peut-être par la cavalerie elle-même. Donc la cavalerie, on va lui demander de foncer autant que possible sur le flanc des Romains. La question étant que là, comme vous le voyez, il y a bien 12 pouces avec eux, mais il n'y en a pas 12 avec eux. Heureusement, c'est une cavalerie légère, et les cavaleries légères ignorent les
malus de commandement. Donc on va pouvoir faire un test normal. Donc on va commencer par ça. Foncer droit devant avec ces deux unités. Vas-y, donc. Bon, bah voilà. J'aurais peut-être dû faire un ordre d'avance général finalement. Eh bien, c'est encore un échec. Et comme c'est le premier ordre de Marbal, ça veut dire que le reste de la division ne bouge pas. On va tout de suite passer chez les Romains. Passons aux Romains. On va espérer qu'ils ont un peu plus de chance. Personne n'est à portée d'initiative puisqu'il n'y a aucun ennemi assez proche. Donc on va juste faire l'ordre d'avance générale dont j'avais parlé précédemment. Ce sera donc le général qui est obligé de le faire et ce sera le seul ordre qui sera donné. Allons-y. C'est un 4, c'est réussi. Normalement, j'aurais droit à 3 mouvements, mais là, vu que j'ai utilisé avance générale, quel que soit le degré de réussite, c'est un seul mouvement. Je vais pouvoir déplacer donc toute mon armée. Donc, toute l'armée a droit à un ordre, comme s'il l'avait reçu du général de division. On va donc placer les unités de façon à anticiper l'attaque adverse. Dans le cas de cet ordre, vous n'avez pas besoin de formuler individuellement pour chaque unité ce qu'elle a à faire. Il ne faut également pas oublier de déplacer les commandants aussi. Voilà, toute l'armée romaine a avancé, personne n'est à portée de tir, j'ai que des javelots dans cette armée, donc on va repasser côté carthaginois. On repasse chez nos amis carthaginois en espérant que ça se passe mieux. On va peut-être commencer par Maharbal cette fois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prémesurer, donc là par exemple on peut regarder si les Romains sont à portée de charge de la cavalerie moyenne, non. En revanche, elle serait à portée de la cavalerie numide, sauf que le problème, c'est que cette cavalerie numide est en ordre dispersé, donc en formation dispersée, tandis que eux sont en rang, en ligne. Donc ça, c'est une unité formée, ça, c'est une unité dispersée. Les unités dispersées n'ont pas le droit de charger les unités formées. Il faudrait donc que je puisse repasser en ligne pour pouvoir les charger. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, puisqu'ils ont une meilleure sauvegarde. Donc, de toute manière, ce que je vais essayer de faire, c'est de me mettre à portée de javelot. Donc là, on va donc utiliser Maharbal. Je vais donner un ordre individuel à cette unité qui sera, il faut que je le formule, continuer jusque-là de façon à être à portée de javelot de cette unité et pouvoir faire feu. C'est un ordre clair, donc on va se mettre juste à la portée qu'il faut pour tirer. Et eh bien c'est parti, voyons ce que ça donne. Super. Bon, Maharbal ne jouera toujours pas. Pourtant j'ai changé de dé. Ok, bon bah passons à notre ami Hannibal. Donc, Hannibal, je ne peux plus faire un ordre d'avance général, hein, c'est dommage, parce que maintenant j'ai fait un ordre avec Maharbal. Notre ami Hannibal, il est là à côté des ruines, et la cavalerie est sortie ici, il me semble. Donc lorsqu'une unité a quitté la table, et que le commandant lui-même n'est pas non plus hors de la table, il faut mesurer la distance entre le point où la cavalerie est sortie et le commandant. Donc là, en l'occurrence, je suis dans les 12 pouces, c'est bon. Donc je n'aurai pas de malus, j'ai plus qu'à faire le test. 8, ça me donne donc un mouvement. Je ne compte pas pour l'instant bouger les tirailleurs là-bas. Donc je pourrais utiliser ma relance pour obtenir plus de mouvement. Il n'est
n'est pas précisé dans le bouquin qu'on ne peut pas faire ces autres mouvements, et il est simplement précisé que le premier mouvement doit forcément être un mouvement de 6 pouces depuis le point d'entrée, donc je suis très tenté de relancer pour essayer d'obtenir un meilleur résultat. Allons-y. Allez, un meilleur résultat. Non, c'est pareil. Bon, du coup, notre cavalerie royale va tout simplement revenir sur la table et elle aura le droit d'effectuer un mouvement de 6 pouces. C'est mieux que rien. Alors, Maharbal n'a pas fait quoi que ce soit, mais en tout cas, Hannibal, lui, il a bien réussi cette fois-ci à boucher ses troupes. On va cette fois-ci le déplacer. Les commandants ont un mouvement de 24 pouces. Ils ne gênent pas les mouvements, ils peuvent traverser les amis, ils ne considèrent pas les terrains difficiles comme des obstacles, bref. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, l'essentiel étant qu'ils soient à portée d'un maximum de vos unités pour pouvoir donner des ordres avec le moins de malus possible. Voilà. On va passer aux Romains. Non, à la phase de tir d'abord, puisqu'il y a quand même un tir de javelot, on va le faire tout de suite. Donc une unité de tirailleurs, ici, peut lancer des javelots contre les autres tirailleurs, les velites ennemis. Ils ont une valeur de courte portée pour le javelot, qui est de 2 dés. Normalement, le succès de base est sur 4+. Mais ici, nous tirons sur une unité qui est dispersée également. Donc nous avons un malus de -1, ça fait du 5+. Donc là, j'ai une touche qui est un 6. Ça tombe bien, on va pouvoir voir le test de morale. Il y a deux tables de test de morale, un pour le tir, un pour le corps à corps. Ici, c'est celui du tir qui va nous intéresser. Ah oui, et normalement, il devrait avoir une sauvegarde, mais comme ce sont des tirailleurs, les tirailleurs n'ont pas de sauvegarde. Donc, du coup, la touche est tout de suite confirmée. Dans le cadre d'un tir, juste pour préciser comment ça fonctionne, le test de morale est causé par des 6. Si vous obtenez un 6 pour toucher, ou plusieurs, hein, ça change rien que vous en ayez un ou plusieurs, vous provoquez un test de panique en plus des résultats du tir, même si le tir ne cause aucun dégât. Simple, il y a tout de même une petite nuance, c'est si vous deviez déjà toucher sur 6, là on vous en demande 2 pour lancer le test de morale. Là ici on n'avait besoin que d'un 5+, donc le 6 en lui-même provoque le test de panique. Oui, parce que je dis morale, mais en fait il ne faut pas confondre avec la caractéristique morale, donc ils appellent ça break test, je vais appeler ça test de panique. Donc le test de panique fonctionne de la façon suivante, vous prenez 2 dés et vous référez à la table correspondante. Donc là les Romains font 9 sur la table ayant une entrée pour l'infanterie, pour la cavalerie et une spéciale pour les tirailleurs. Ici c'est tirailleurs, un 9 signifie une retraite en bon ordre. Donc l'unité de Velites va devoir reculer par rapport aux tireurs. La retraite va devoir se faire dans le quart arrière de l'unité. Bon, là, il n'y a pas vraiment de quart, mais donc du coup, dans la direction opposée. Elle doit faire un mouvement complet de son mouvement, qui sera de 6, et elle ne doit pas terminer dans une unité amie. Si elle termine dans une unité amie, elle est autorisée à utiliser un deuxième, voire un troisième mouvement pour pouvoir sortir des unités amies. Et toutes les unités amies qui auront été traversées devront faire un test pour ne pas être désorganisées et l'unité elle-même sera désorganisée. Voyons ce que ça donne dans ce cas-là si on sort dans la direction opposée. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, donc les Velites ont paniqué un petit peu devant les tirs de javelot et se sont repliés. Passons côté romain et on va commencer par la division centrale, celle du consul. Donc là, on va peut-être pouvoir essayer de profiter de la désorganisation de l'armée carthaginoise pour taper fort au milieu. Ça peut être risqué, mais ça peut rapporter gros, puisque là, du coup, l'avantage d'avoir des petites unités va se révéler très utile. Lorsqu'on attaque une unité adverse,
il faut qu'on centre les unités. Le fait d'avoir une petite unité vous permet de mettre une deuxième unité en contact effectif. Et en plus, derrière, vous pourrez mettre des soutiens. Là, la liste romaine, c'est un peu comme une meute de loups que vous pouvez envoyer en groupe pour attaquer un même ennemi pour les détruire, puisque effectivement, elles sont un peu moins puissantes en format petite unité qu'en format grande, mais une fois qu'elles attaquent en groupe, elles deviennent beaucoup plus dangereuses, notamment avec la règle pylône. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que dans un premier temps, on va déplacer ces deux unités de V-vitesse pour commencer à... non, pour essayer de shooter l'éléphant. Donc je donne l'ordre à ces deux unités qui sont séparées de 6 pouces et qui font partie de la même brigade de se mettre à portée de tir de l'éléphant et de lui tirer des javelots dessus. Donc c'est important que je dise qu'ils se mettent à portée de tir puisque les tirs se font contre l'ennemi le plus proche. Donc il ne s'agira pas de mettre une unité trop proche de celle-ci parce qu'il faut que ce soit bien l'éléphant qu'on puisse shooter. Le seul cas de figure où on pourra ne pas shooter l'ennemi le plus proche, ce sera si l'ennemi le plus proche est difficile à toucher, si ce sont des tirailleurs par exemple. Là donc, le but ça va être d'expédier nos V-vitesses à cet endroit-là. Donc là j'ai fait un 8, c'est pas terrible, mais on va faire avec. Du coup, l'unité d'éclaireur, là, elle va me casser les pieds. Parce que je peux la traverser, mais il y a un risque que mon unité devienne désorganisée. On va essayer d'éviter ça de la façon suivante. On va déplacer ces unités de Hastati en les contournant par là. Alors, si j'obtiens 3 mouvements, je peux faire 18 pouces. Je ne pourrai pas attaquer avec mes deux unités. Néanmoins, il doit pouvoir être possible de se mettre à portée de javelot. Mais si je suis à portée de javelot, ça signifie que je suis à portée de charge de l'ennemi et je préférerais prendre l'initiative de l'attaque plutôt que de la subir, surtout s'il y a l'éléphant à côté, puisque l'éléphant peut être très dangereux. Donc je vais essayer de me mettre à au moins 2 mouvements de l'adversaire, quitte à ne pas tirer, pour essayer de lui faire rater son test ou d'avoir un test insuffisant et pouvoir derrière prendre l'initiative de l'attaque. Donc on va ordonner à ces deux unités de se mettre ici. J'ai fait un 5, j'aurais pu faire 3 mouvements. Et du coup, ça suffira amplement pour faire ce qu'on voulait faire. Je place donc ma première ligne de Hastati à cet endroit-là. Alors la règle de proximité devrait normalement m'obliger à faire face à cette unité, mais comme cette unité en tirailleur, je peux l'ignorer. Ce n'est pas un échec, on peut continuer. Il me reste donc les unités de Principes et de Triari. Je vais prendre cette unité de... je vais prendre les 2 unités de Principes et les mettre derrière. C'est un 8, ça fera un mouvement. Je prends. Déplacer le commandant. Et l'unité de Triari, je vais compléter ma ligne là, pour faire face à l'éléphant. 3 mouvements. Là, les mouvements sont pas trop mal. Je vais ensuite passer à cette unité-là. On va essayer de déloger les tirailleurs qui se trouvent dans la forêt.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner un ordre de charge à cette unité. Donc il faut que je le précise que c'est un ordre de charge et je leur ordonne d'attaquer les tirailleurs. Normalement, une unité dispersée ne peut pas attaquer une unité formée, mais là c'est une unité de tirailleurs, donc j'ai le droit. Ça fera 2 mouvements, oui, il est à 12 pouces. Donc nous allons pouvoir résoudre un combat ici. Voir si les Vélites alliés sont en capacité de déloger les tirailleurs ennemis. Ensuite, ici on peut peut-être en profiter pour mettre la pression de ce côté-là. Je suis une unité formée, mais ils sont dispersés, donc je peux les ignorer. Donc mon commandant va ordonner aux équitesses de se déplacer par là. Les équitesses, si elles obtiennent 3 mouvements, la cavalerie c'est 3 x 9, donc c'est 27 pouces. Je vais prendre le mètre en pouces. Ça pourrait me permettre de me positionner jusqu'ici. Et ce serait vraiment pas mal. Alors, alternativement, je pourrais également faire un grand tour par là et jeter des javelots, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, je vais essayer de me mettre aussi près que possible. J'ai fait 8, ça ne fait qu'un mouvement. Lui n'a pas de relance. Donc, je fais 9 par ici. Restent mes 2 infanteries, ici, que je vais positionner... simplement ici en surplomb. J'obtiens 6, ça fait 2 mouvements, largement suffisant, un aurait suffi. Je me monte là-haut, l'une derrière l'autre. Alors l'avantage ici, c'est que ça me donnera un bonus en combat si jamais il y a un combat. Je peux déplacer mon commandant, mais il n'est pas trop mal, je vais peut-être juste le mettre là. Et on va passer à la dernière division. La dernière division romaine, bien, pour l'instant, les Carthaginois n'ont pas bougé. Ici, je suis en bonne voie pour éventuellement forcer un combat dans ce secteur-là. Et ce faisant, il va me falloir un éléphant. Donc je vais commencer par ces 2 unités. Ils vont recevoir l'ordre de se positionner sur la colline, avec celle de devant orientée de façon à avoir l'éléphant. C'est un fiasco. Les Romains aussi ont droit à un fiasco. On lance donc un dé pour savoir ce qui va se passer, comme avant. Donc là, c'est un ordre groupé, les 2 unités subissent. J'ai fait 3. On va voir ce que donne le fiasco 3. Fiasco 3. Drift left, donc pas chassé sur la gauche. L'unité effectue un mouvement dans son quart gauche. D'accord. Alors, là, ça va aller là. Donc là, il s'agit du quart gauche. Je ne suis pas obligé d'aller tout droit, ça ira aussi par ici. Donc mon quart gauche, c'est jusque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner comme ça. Et on peut déplacer le commandant. Ils ont mal compris les ordres, ils sont en train de me faire une colonne là. Du coup c'est un échec et le tour de ce commandant se termine. J'ai un petit tir à faire, puisque mes équitesses sont à 6 pas du building dans lequel se trouvent les Carthaginois. Je peux donc faire un tir de javelot, puisqu'ils ont des javelots, ils ont une valeur de courte portée. Alors, j'ai 2 dés normalement, je toucherai sur 4+, en temps normal, mais là ils sont dans un building, donc j'ai un malus de -1 pour cible difficile. Et en plus, ils auront un bonus de +2 en sauvegarde, puisqu'ils sont dans un building. Donc, déjà on va essayer de toucher pour voir ce que ça donne. Alors j'ai un 1 et un 3, c'est raté, mon tir ne donne rien. Bon, on va attaquer le combat ici avec nos 2 unités de tirailleurs. Alors,
on va utiliser les valeurs de choc, puisque c'est le premier round de combat. Les tirailleurs carthaginois ont 3. L'infanterie légère romaine, puisque c'est de l'infanterie légère et pas des tirailleurs, une petite précision sur cette division-là. Ils ont également 3. La seule différence, c'est que les tirailleurs n'auront qu'en 2 quand ils seront en phase de mêlée lors des tours suivants, alors que eux conserveront 3. Mais en matière de choc, c'est la même chose. Donc, quand un combat doit être résolu, vous prenez autant de dés que la caractéristique de choc, si c'est le premier tour, ou que la caractéristique de mêlée, sustain, si c'est un des tours suivants. Et vous devez obtenir des touches. Normalement, la touche de base, c'est 4+, mais il y a des modificateurs. Ici, le modificateur qui va s'appliquer, c'est le fait que les deux unités sont en ordre dispersé. Elles ont donc -1 au toucher lorsqu'elles sont en mêlée. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 2 touches côté romain, 1 touche côté carthaginois. Autre différence entre les tirailleurs et l'infanterie légère, les tirailleurs n'ont pas de sauvegarde. Donc, les 2 touches réalisées par les Romains se transforment immédiatement en perte. Par contre, l'infanterie légère romaine, elle, a une sauvegarde à 6+. Il est donc possible de sauvegarder cette touche. Non, ce ne sera pas le cas, ils prendront une blessure. On va donc régler la résolution du combat. Pour ce qui est de la résolution du combat, seuls comptent les pertes infligées. Il y en a donc 2 côté romain, 1 côté carthaginois. Ce qui veut donc dire qu'il y a un vainqueur, et lorsqu'il y a un vainqueur, lui ne teste pas, mais le perdant va tester et faire un test de panique. Nous résolvons le test de panique. Un test de panique se résout avec 2d6, auquel on va retrancher la différence de perte subie par le perdant. Donc, nos amis tirailleurs javeliniers carthaginois vont faire un test sur 2d6 et on retranchera 1 au résultat. Ça fait donc 11 pour nos tirailleurs carthaginois, et -1 puisqu'ils ont perdu le combat d'1 point. On regarde donc la colonne correspondante du test de panique. Vous utilisez soit le test de panique, le tableau de test de panique en mêlée lorsque vous êtes en mêlée, soit celui du tir lorsque vous êtes en tir. Ici c'est en mêlée. Il y a 10. Tous tiennent bon, que ce soit cavalerie, infanterie et tirailleurs, puisque vous avez à chaque fois des résultats différents pour les 3 catégories de troupes. Ici, pas de différence. Tous réussissent leur test et tiennent donc bon. Le combat va se poursuivre. C'est à nouveau le tour des Carthaginois. Et on a déjà des réflexions à avoir, puisque on va commencer par les mouvements d'initiative. Les unités qui ont, je le rappelle, un ennemi dans les 12 pouces sont autorisées à effectuer des mouvements d'initiative. Donc c'est une option, vous n'êtes pas obligé. Si vous utilisez un mouvement d'initiative, vous devez le faire au début du tour. Et donc vous le faites pour toute l'armée. Il n'y a pas division par division comme pour les ordres. Là, vous faites tous les mouvements d'initiative de l'armée, l'un après l'autre, dans l'ordre de votre choix. Et après, on passera à la phase d'ordre standard. Ou à l'ordre avance générale, si l'avance générale veut être lancée. Là, j'aurai peut-être des mouvements d'initiative. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ces 2 unités par initiative. Elles étaient là. Et je les ai déplacées ici, histoire de bien bloquer le passage ici et d'empêcher la division alliée de prendre de flanc le centre. Maintenant, ces troupes-là, j'ai pas tellement... Soit je reste sur place et je pense que j'encaisse la charge derrière, et pas forcément de charge à mon avantage, soit je rentre dans le tas en espérant que ma harbale bouge. C'est assez compliqué. Les 2 unités peuvent éventuellement tenir le temps d'eux, donc on va jouer, hein, on est là pour ça, c'est pour faire une démo. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vérifier si elles sont prises par la règle de proximité, ces unités-là. Donc là, il y a une unité ennemie à 12 pouces ici et ici. Donc quand il y a des unités à 12 pouces dans le quart avant d'une unité, donc le quart ici, hein, comme dans la plupart des wargames, hein, 45 degrés sur les flancs d'unité, vous êtes obligé, alors soit de choisir une unité si vous n'en avez aucune qui est droit devant. Alors quand on dit droit devant,
c'est à la perpendiculaire, droit devant le leader d'unité. C'est vraiment droit devant. Et le leader d'unité, c'est le milieu de la première ligne de l'unité. Donc si vous avez un ennemi directement devant le leader d'unité, c'est cet ennemi que vous devez choisir pour avancer vers lui ou reculer par rapport à lui. Vous n'avez plus le choix. Vous ne pouvez plus faire des roues, etc. Vous ne pouvez plus prendre une autre cible. Ça va forcément être lui. Ce qui se passe ici, c'est que les Romains se sont bien placés, puisque maintenant, cette unité n'a plus le choix. Elle a cette unité directement devant son leader d'unité. Donc la règle de proximité l'oblige soit à reculer, soit à aller vers cette unité. Ce qui donc m'oblige à choisir entre soit l'attaquer, soit rester sur place, évidemment, je peux aussi faire ça, soit reculer. Ça, c'est une possibilité. Là, ce qui va se passer, c'est que le dilemme, il va falloir que je le tranche. Il pourrait donc être intéressant que je charge, même si ça va dépendre derrière de l'autre division, si elle veut bien avancer. Quant à l'éléphant, lui, il va être obligé également, puisqu'il a droit devant cette unité de triarie. Parce que oui, les éléphants, comme toute unité, ont un leader d'unité. Hein. Toutes les unités formées ont un leader d'unité. Pour les unités en dispersé, vous choisissez une figure. C'est plus simple. L'éléphant, il est aussi obligé de charger les triaries. Alors ça tombe bien, parce qu'on voulait de toute façon les charger. Donc, ça, c'est pas un problème. Par contre, il y a ces tirailleurs-là, droit devant. Ça peut nous embêter. Donc ce qu'il faut, c'est bien formuler l'ordre. Si la cible, c'est les triaries, très clairement, il faut dire « je charge les triaries ». Et en rajoutant « ou toute unité qui est sur le chemin ». Comme ça, l'ordre est clair. Vous pouvez également dire « je charge droit devant », ça marche aussi. Mais si vous dites par exemple « je charge les tirailleurs », et si je gagne, je charge l'unité DS. Alors, moi personnellement, je le trouverais correct, mais comme il est conditionnel, techniquement, c'est pas juste. Et si vous dites juste je charge les tirailleurs et que les tirailleurs font la réaction évasion et s'enfuient, vous ne pouvez pas rediriger, puisque vous avez donné un ordre et l'unité suit cet ordre et va poursuivre les tirailleurs. Donc là, l'ordre, ça va être charger les tirailleurs. On va commencer donc par l'éléphant. Hannibal est à 12 pouces. Il n'y aura donc pas de malus sur cet ordre. On va donc lancer le dé et vérifier le résultat. On a donc fait 8. Hannibal a un commandement de 9. On est donc un cran en dessous, ça ferait un mouvement. Ça ne m'arrange pas. Pour la bonne et simple raison que ça ne me permet pas d'impacter ni les tirailleurs, ni les triaries. Donc je suis tenté d'utiliser la relance du général, puisque comme je vous l'ai déjà dit, le général a le droit à une relance par tour. Par contre, on est obligé de prendre le deuxième jet, même s'il est pire, ça peut être un échec. Maintenant, si Hannibal échoue à son ordre, sa division ne bouge plus. Est-ce que c'est trop grave? Peut-être pas, parce qu'à la rigueur, si ces deux unités ne bougent pas, bon, on va encaisser la charge, mais c'est moins grave que si une des deux charges échoue. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter la relance. Ben, j'ai bien fait, j'obtiens un 7. 7, c'est 2 crans en dessous de 9, le commandement d'Hannibal. Il a donc droit à 2 mouvements. On a vu que l'éléphant était à 12 pouces, donc je vais pouvoir charger les triaries comme prévu. Du coup, les tirailleurs qui sont là doivent maintenant choisir entre rester sur place et encaisser la charge de l'éléphant, ou s'enfuir. Les tirailleurs ont un bonus pour toucher les éléphants. Donc, comme ils ont un malus en mêlée, ils toucheront normalement. Est-ce que c'est forcément une bonne idée? Je ne sais pas, mais on va le faire. Pour essayer éventuellement sur un malentendu de le bloquer. Du coup, on essaye de reformer plus ou moins une ligne avec les tirailleurs et l'éléphant les charge. Bon. Si les tirailleurs réussissent à tenir, ils bloqueront l'éléphant, ce qui est très arrangeant pour les Romains. L'ordre étant réussi, je peux continuer à lancer des ordres avec Hannibal. Du coup, alliage acta est, hein, les deux unités là vont charger l'unité de Hastati. Les vétérans sont à l'arrière. Donc,
techniquement, ils n'auront pas la place pour attaquer les autres là, parce que ça les obligera à rentrer dans la forêt. Et du coup, il faudrait qu'on ait beaucoup de mouvements pour pouvoir changer de formation. Il faut que j'annonce un changement de formation. Puisque je rappelle que les changements de formation et l'intention de charger doivent être donnés dans les ordres. Et en plus, j'aurai un malus. Ça ne m'arrange pas du tout, je ne vais pas le faire. Donc, je vais les faire charger l'un derrière l'autre, comme ils sont. Et je vais préciser que cette unité se mettra en soutien de mêlée arrière de celle-ci. Il n'est pas obligatoire de le préciser dans certaines situations. Là, par exemple, je ne serai pas obligé. Si je donne un ordre de charge aux 2 unités contre celle-là, il y en a forcément une qui va aller s'aligner et la deuxième, elle va rester derrière. Si la deuxième unité a reçu l'ordre de charge, c'est le cas, et qu'elle n'arrive pas à le compléter, parce qu'elle n'a pas la place pour se mettre en contact socle à socle avec la cible, elle se met automatiquement en soutien. C'est ce qu'on va faire. Lançons les dés. J'ai fait un double 1, donc j'ai 3 mouvements, on y arrive largement. Donc l'unité s'est mise en contact socle à socle avec les vétérans en soutien. C'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris des risques. Le but, évidemment, c'est que soit je remporte ces combats, soit ma Harbal se dépêche de venir aider. Ensuite, nous avons la petite unité de cavalerie là-bas au fond. Hein. Vous la voyez, vous vous souvenez, celle qui a fui. Eh bien, ce qu'elle pourrait faire, ce serait aller embêter l'autre unité de cavalerie, la romaine, là-bas, en se plaçant de façon à lui bloquer le passage. Donc on va essayer de la déplacer jusqu'à la maison. J'ai fait 9, ça fait un mouvement avec le commandement d'Hannibal. Ma relance a été utilisée, donc je ne l'ai plus. Mais ce n'est pas un échec. Je mets donc mon unité là derrière. Je vérifie un truc, c'est que mes javeliniers sont à portée de javelot également de cette unité, donc je ne vais pas les sortir du building, je vais simplement me contenter de les faire tirer lors de la phase de tir. La division d'Hannibal est entièrement déplacée, les autres sont au combat, donc nous allons pouvoir le déplacer lui aussi, et on va le mettre à mi-chemin ici. Il y aura un malus pour la cavalerie, mais il est plutôt essentiel que je puisse l'amener au combat ici. Passons à Maharbal. Alors Maharbal, il faut qu'il se dépêche. Hein. Donc on va redonner l'ordre aux cavaleries qui sont sur le côté de se déplacer. On va commencer par la cavalerie numide, qu'on va essayer de faire avoir 3 mouvements pour se mettre sur le flanc des équitesses. 8, ça fait. C'est pas un échec pour changer. Ça ne fera qu'un seul mouvement. Je précise que la cavalerie légère, lorsqu'elle est en ordre dispersé, ce qui est le cas ici pour nos numides, eh bien, elle a un mouvement de 12 pouces au lieu de 9. Allons-y maintenant pour la cavalerie gauloise. Alors, la cavalerie gauloise, très clairement, ce qu'il faudrait, ce serait charger, mais le problème c'est que les équitesses adverses sont trop loin. Est-ce qu'éventuellement ils pourraient intervenir là-bas? Non plus. Se poser sur la colline risquerait de les exposer à une contre-charge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déplacer jusqu'ici. 6, 2 mouvements, donc on fait exactement ce qui est prévu. Alors c'est une cavalerie moyenne, elle a donc 9 de mouvements, 2 mouvements ça fait 18 pouces, c'est à peu près ce qu'on voulait. Et comme vous pouvez réorienter vos unités à votre convenance, tant qu'elles ne sont pas prises par la règle de proximité, alors malheureusement elles vont être prises par la règle de proximité, puisqu'il y a un ennemi dans l'arc avant. Donc quand vous avez plusieurs ennemis dans votre arc avant, c'est pas le cas ici, mais si par exemple on avait un autre là, tant qu'il n'y a personne qui est droit devant le leader d'unité, vous pouvez choisir un de ceux qui est dans l'arc avant et vous orienter vers lui. Là, je vais choisir de m'orienter vers eux, parce que c'est eux que je veux attaquer. Donc je me tourne vers là. Alors évidemment, ça veut dire que maintenant, je suis bloqué sur eux. Tant qu'ils resteront à la même position, je ne pourrai pas changer d'orientation. C'est pas grave, parce que c'est bien eux que je veux attaquer. Maintenant, on va prendre ici. Là, il faut vraiment qu'on minimise les risques de rater, parce qu'il faut vraiment du renfort au milieu. Ce qu'il faut faire, c'est donc un ordre groupé. Donc notre ami Maharbal, il est là. Il est à 12 pouces de tout le monde. En l'occurrence, on va prendre les 3 blocs et on va les bouger.
s'ils obtiennent 3 mouvements, ça ne leur permet pas d'aller au combat contre qui que ce soit. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut. On va donc simplement décréter qu'ils vont aller au maximum de leurs possibilités droit devant. Je n'inclus pas les tirailleurs dans l'ordre parce que les tirailleurs, je vais leur donner un autre ordre qui va être d'aller au soutien de l'éléphant. Donc, 7, marbre à la commandement 8, ça fait un mouvement. C'est pas vraiment ce qu'on voudrait, mais bon, pour moi ce n'est pas un échec. Et en plus de ça, de toute façon, il n'a pas de relance, lui. Mais au moins, ça bouge. Alors, ici, le problème, c'est que mon unité devrait traverser celle-ci. Au niveau des interpénétrations, vous avez la possibilité de traverser les unités amies, à condition que vous puissiez terminer votre mouvement. Là, ce n'est pas le cas. Je vais donc m'arrêter derrière. On verra les autres conditions d'interpénétration si jamais le cas se produit. Mais en gros, vous ne pouvez pas traverser les ennemis ni les infranchissables. Vous pouvez traverser les amis, par contre, il y aura un malus. Le malus, c'est généralement un test de désorganisation. Le test de désorganisation, c'est vous lancer un D6 sur un 4+, ça se passe bien. Sur un 1, 2, 3, votre unité est désorganisée. Désorganisée, c'est un état, on va dire, qui est préjudiciable, puisque vous aurez l'impossibilité de bouger ni de recevoir d'ordre, et vous ne pourrez pas non plus combattre à plein potentiel, puisque vous aurez un -1, à la fois pour tirer et pour les mêler. Donc c'est un peu embêtant, même si ce n'est pas insurmontable, mais c'est embêtant. Et pour certaines unités, pour les tirailleurs entre elles par exemple, les unités en ordre dispersées entre elles par exemple, eux n'ont pas besoin de faire de test de désorganisation. Il y a également les unités qui ont la règle disciplinée qui peuvent se traverser les unes les autres sans malus. Toutes les autres, généralement, doivent faire un test de désorganisation. Du coup, il nous reste nos tirailleurs, nos javeliniers espagnols, nos Setreti. Bon, c'était peut-être une erreur de ne pas les faire dégager en premier, mais je voulais prioriser les gros blocs, ça me semblait plus pertinent. Donc les Setreti, on veut qu'ils aillent en soutien de l'éléphant. 7. Ça ne sera qu'un mouvement. Mais est-ce que l'éléphant peut être soutenu? C'est une bonne question. Ouais, les éléphants peuvent être soutenus. Donc malheureusement, ça ne fait qu'un mouvement. Je rappelle que l'infanterie, c'est 6 pouces par mouvement. Donc ça ne leur permet pas d'atteindre l'éléphant. C'est dommage. Passons à la phase de corps à corps. Commençons justement par l'éléphant. Je rappelle donc que les unités, lorsqu'elles sont en mêlée, utilisent leur valeur de choc pour le premier tour de combat. Dans l'affaire qui nous occupe, les tirailleurs romains ont 3D. L'éléphant, lui, 4. Alors ça ne semble pas beaucoup, mais bon, il faut bien se dire que c'est une seule unité. Donc un seul éléphant représente quand même l'équivalent d'une petite unité au combat. Notre éléphant aura donc 4D. Les bonus qui s'appliquent. Dans notre cas précis, l'éléphant est en charge. Il a donc un bonus de +1. Il touchera donc sur 3+ au lieu de 4. Vous voyez les autres bonus qui existent. Remporter le combat au tour d'avant vous donne également un bonus de +1. Si vous êtes en surplomb sur une colline par exemple, encore +1. -1 si l'unité en face est débranlée ou désorganisée. -1 si l'unité est en ordre dispersé. Alors même si ici le jeu demande à ce que vous essayiez de former plus ou moins une simili-ligne avec votre unité, elle reste quand même en ordre dispersé à la base. Donc elle aura son -1 pour ordre dispersé. Donc eux vont toucher sur 5+. Par contre les éléphants, l'infanterie légère a un bonus de +1, donc ils frapperont normalement contre l'éléphant. On va voir ce que ça donne, ma foi. Ouh, ça va faire mal. L'éléphant a donc
causé 3 blessures. Ce sont des tirailleurs, ils n'ont pas de sauvegarde, donc ça se transforme automatiquement en perte. Et les tirailleurs ont mis une blessure à l'éléphant. L'éléphant a une forte sauvegarde de 4+, donc tenter de sauver sur un 4+. C'est raté, l'éléphant prendra une perte également. Donc, 3 pour les Romains et une pour l'éléphant. Nous allons maintenant passer au test de panique. Il faut savoir que l'éléphant a une règle spéciale qui s'appelle la règle éléphant, tout simplement. Cette règle dit que si l'éléphant remporte le combat, l'adversaire doit donc faire un test de panique en mêlée, mais l'éléphant, enfin le propriétaire de l'éléphant, peut faire relancer un des 2 dés du test de panique. C'est pour ça que c'est assez redoutable quand ça gagne un éléphant. Nos Romains tirailleurs vont donc lancer 2 dés. Ils ont perdu le combat de 2, ça sera donc réduit de 2. 8 moins 2, ça fait 6. Sur la table, ça donne pour des tirailleurs déroute. Donc c'est pas la peine de leur faire relancer les dés, ils sont déjà déroutés. Le combat est remporté. Lorsqu'un round de combat est remporté, l'unité victorieuse dispose de plusieurs options. Option numéro 1, un mouvement de consolidation. Ce mouvement peut être fait n'importe où, mais la règle de proximité continue de s'appliquer. Là, la règle de proximité s'applique largement puisqu'on est droit face au triarie. Mais il y a également une autre possibilité qui est la percée. La percée, c'est lorsque vous avez détruit votre adversaire et que vous souhaitez poursuivre dans l'arc avant. Vous pouvez alors utiliser 2 mouvements au lieu d'un, et si vous pouvez refaire une charge. Là, en l'occurrence, ça nous intéresse. Je vais faire une percée et je vais charger les triaries qui sont derrière, avec notre éléphant. Si cela occasionne un nouveau combat, on le résout, et l'éléphant compte comme ayant chargé. Alors la petite subtilité, c'est que la percée n'est pas forcément résolue immédiatement. Là, en l'occurrence, elle le sera immédiatement, puisque l'unité que je charge n'était pas engagée. Si j'avais chargé un soutien, par exemple, ben, le combat aurait eu lieu le tour d'après. Mais là, c'est une nouvelle unité, donc on va tout de suite le résoudre. Notre éléphant a toujours ses 4 dés de combat. Par contre, là, il va affronter du beaucoup plus lourd, puisque nos amis romains ont 5 dés avec leur triarie. De plus, ils ont une sauvegarde de 4+. Les triaries disposent de lances. Ici, le bonus de la lance ne fonctionnera pas contre l'éléphant, puisque c'est un bonus qui permet d'embêter la cavalerie. Néanmoins, j'ai toujours la possibilité d'utiliser la règle serrer les rangs. La règle serrer les rangs, c'est une règle qui s'applique uniquement pour l'infanterie en rang, donc formée, pas en ordre dispersé, et qui dispose de boucliers. Et il faut également qu'elles soient en formation ligne de bataille. Ici, ils sont en formation ligne de bataille, ils ont bien des boucliers et c'est bien de l'infanterie. Ils pourraient donc utiliser serrer les rangs. Serrer les rangs, ça consiste en s'infliger un malus de -1 pour toucher, pour augmenter sa sauvegarde de morale de 1. Ça peut être intéressant ici parce que l'éléphant, on n'a pas vraiment envie qu'il dévaste cette unité, parce que vous avez bien vu, s'il fait faire un test de panique, avec la relance, ça peut entraîner beaucoup de complications. Donc là, mes unités vont serrer les rangs. Elles toucheront donc sur 5+, mais leur sauvegarde va passer à 3+. L'éléphant, quant à lui, va faire son attaque normale. Il est considéré comme chargeant, et donc il aura 3+ pour toucher. Alors, les Romains se débrouillent plutôt bien, puisqu'ils réussissent à causer 3 blessures. L'éléphant, lui, n'en cause que 2. L'éléphant cause 2 blessures. Les Romains peuvent tenter de les sauver sur 3+. Il y en a une qui passe. Ça fait donc une blessure pour les Romains. Et l'éléphant, lui, doit en sauver 3. Alors, les Romains, là, n'ont pas le pylône, donc ils ont les lances. Il n'y aura pas de bonus de perforation. Donc 4+ pour l'éléphant.
L'éléphant sauve également 2 blessures, ce qui fait une blessure de chaque côté. Il s'agit donc d'une égalité. Lorsqu'il y a égalité, les unités qui sont ébranlées sont obligées de tester quand même. Ici, aucune des 2 unités n'est ébranlée. Ébranlée, je rappelle que c'est lorsque vous avez perdu tous vos points de vie, enfin, l'unité a perdu tous les points de résistance. Ici, donc, il ne se passera rien de plus, et du coup, j'évite le test que je craignais, le test de panique avec la relance de l'éléphant. Passons au combat à côté. Alors, l'autre combat, on va passer à celui-là. Nous avons donc les lanciers libyens qui ont 7 dés en choc. Donc 7 dés. À ces 7 dés, il faut rajouter les soutiens apportés par les vétérans. Les attaques de soutien se font sur la valeur de courte portée. Les vétérans carthaginois ont 3/0. Alors lorsque la caractéristique de courte portée est coupée en deux, 3/0 par exemple la plupart du temps, ça veut dire que le premier chiffre s'applique en mêlée, quand on soutient en mêlée, et le deuxième c'est au tir. Quand vous avez 0 dans la deuxième valeur, ça veut dire que vous ne pouvez pas lancer votre arme. Et effectivement, ils ont des longues lances, ils ne les lancent pas. Néanmoins, le premier chiffre étant 3, ça veut dire qu'ils peuvent soutenir dans une mêlée de 3. Donc je rajoute 3 dés de soutien. Il faut les mettre à part. Pourquoi ? Parce que les soutiens ne bénéficient pas des bonus de charge et des bonus d'armes auxquels elles auraient normalement droit si elles étaient en première ligne. Les soutiens touchent toujours sur 4+, sauf s'ils sont ébranlés ou désorganisés, dans ce cas-là ce sera sur 5+. Donc ceux-là je les mets de côté, ils toucheront sur 4. Par contre les lanciers libyens, eux ils ont chargé, donc ils ont le bonus de charge, ils toucheront sur 3+. En face, côté romain, alors j'ai oublié, j'ai aussi la possibilité d'envoyer Hannibal au combat, ça pourrait être rigolo. Histoire d'en rajouter vraiment encore. Si j'envoie Hannibal au combat, il rejoindra l'unité de combattant principal, il ne rejoint pas les soutiens, et il sera intégré à cette unité pendant toute la durée du combat. Donc tant que l'unité sera en combat, Hannibal ne pourra pas sortir. Ici, comme j'anticipe le fait que le combat va durer et que même si je détruis cette unité, les autres vont venir, je me doute qu'Hannibal ne pourra jamais sortir de ce combat. De plus, quand Hannibal est dans un combat, il apportera des dés d'attaque. Alors cette fois-ci, ce sera des dés d'attaque qui s'ajouteront à l'unité principale et qui donc bénéficieront des bonus de charge éventuels et de tout ce qui va avec. Mais plus il ajoutera d'attaque, plus il aura un risque de mourir ou de se faire blesser. Donc on devra à chaque fois faire des tests. Et le test sera plus ou moins facile en fonction du nombre d'attaques qu'il aura donné. Un commandant apporte généralement 2 attaques en mêlée. Un général, 3. Donc Hannibal en rapporterait 3. Ici, j'ai pas envie de le risquer, parce que y a encore des unités à déplacer, je préfère le garder pour la manœuvre, donc je vais pas l'intégrer au combat. Passons donc aux Romains. Les Romains, eux, ils ont 5 dés en choc. C'est aussi de l'infanterie lourde avec bouclier. Ils peuvent donc serrer les rangs, -1 pour toucher, +1 en morale, pour passer en 3+, pour encaisser mieux. Là, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont le pilum. La règle pilum dit que le tour de charge de l'adversaire, les blessures qui seront infligées par les unités qui ont le pilum auront un bonus de perforation de 1 sur le moral. Donc la valeur de morale de mes lanciers libyens sera réduite de 1 contre les touches au premier tour. Ça veut dire que si je serre les rangs, je réduis l'impact de ma règle pilum. Mais d'un autre côté, un bonus en sauvegarde ne se discute pas. Là, il y a vraiment beaucoup de dés, mon unité risque fort d'en prendre plein la poire, donc je vais serrer les rangs, quand même, tant pis. Je n'ai aucun soutien, puisque j'aurais pu le faire au tour d'après. Vous pouvez préventivement mettre des unités au contact, j'aurais très bien pu mettre ceux-là au contact et ceux-là là, j'aurais même dû le faire, c'était une erreur de ma part. Mais je ne l'ai pas fait, donc du coup mon unité de Romain, elle, n'a pas de soutien, puisqu'il n'y a aucune unité au contact sur classe socle en soutien préventif. Donc, on lance les dés. Les Romains n'ayant pas de bonus de charge, ils toucheront sur 4+. Alors, faisons les comptes. Les Romains touchent sur... 5+.
Ils ont serré les rangs. Donc j'en touche une, j'en touche deux. Et du côté carthaginois, alors les soutiens touchent sur 4. Donc il y en a un seul qui a touché. Par contre, le reste, c'est du 3+. Tout a touché. Toutes les attaques des lanciers-libyens ont touché. Donc tout ça, c'est à sauvegarder. Donc les Romains, c'est sauvegarde sur 3+. Eh bien, ça en sauvegarde 5, mais je prends 3 blessures. Les Astati romains ont 4 points de résistance. J'ai subi 3 blessures, il m'en reste donc une pour ne pas être ébranlé. Mais du coup, je ne suis pas ébranlé. Les Carthaginois, eux, ont 2 sauvegardes à faire. Évidemment, les sauvegardes sont faites par l'unité qui est en première ligne. Comme j'ai la règle Pilum, la sauvegarde pendant le tour de charge ou de contre-charge est réduite. J'ai normalement 4+ avec les lanciers libyens, et ben j'aurai que 5+. Et là, ça va servir parce que du coup, les lanciers libyens, ils prennent 2 blessures, ce qui réduit déjà l'écart pour le test de panique que je vais devoir faire. Alors vous vous posez sans doute la question de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque on subit des blessures en excédent de la résistance. Ben, c'est très simple, si maintenant mon unité avait été ébranlée et que j'avais reçu ces 2 blessures là maintenant, eh bien on fait le compte à la fin du tout. S'il y a suffisamment de blessures excédentaires pour que ça atteigne le double de ma résistance, c'est-à-dire que si j'ai 6 points de vide ici, donc cette unité a 6 points de résistance, que je suis ébranlé, donc j'ai déjà 6 pertes, et que j'en reprends encore 6, si j'arrive à 12, l'unité serait complètement détruite. Donc immédiatement retiré, pas de test de morale, rien du tout. Si par contre j'en avais reçu 4, que ça ne suffit pas pour la détruire automatiquement, eh ben c'est le soutien qui aurait épongé les 4. C'est comme ça que ça marche. Ici, il n'y a pas lieu, on met en priorité sur l'unité qui est au combat principal. On a donc 3 blessures infligées pour les Carthaginois, 2 blessures infligées pour les Romains. Ça fait donc que les Romains perdent. L'écart est de 1. Le test est donc à faire à -1. Test en mêlée. J'ai donc fait un 10. -1, ça fait 9 en mêlée. On se réfère à la table des tests de panique en mêlée. 9 pour une infanterie. Elle tient bon. Les Romains ont tenu le choc. La ligne romaine a tenu le coup. Elle va pouvoir maintenant contrecharger. C'est au tour des Romains. Alors en fait, il nous restait le dernier combat entre les 2 unités de tirailleurs. Eh oui. Donc maintenant, nous allons utiliser les valeurs de mêlée, puisque c'est leur 2e round de combat, ces deux-là. Et à ce jeu-là, du coup, les Romains qui ont une infanterie légère conservent 3D en mêlée, alors que les Carthaginois, eux, baissent de 1 et passent à 2. Le tour précédent n'ayant pas entraîné de destruction, mais ayant tout de même consacré la victoire des Romains, eh bien les Romains ont un bonus. On a un bonus pour avoir remporté le round de combat précédent. Les Romains sont en formation dispersée, ils étaient en formation dispersée lorsqu'ils ont engagé le combat. Ils auraient normalement un -1, du coup le bonus de victoire compense. Ils toucheront donc sur 4+. Les Carthaginois, eux, sont toujours dispersés, donc eux touchent toujours sur 5+, ça ne change pas. Alors là, du coup, les Romains en mettent 3. Les Carthaginois ont déjà 2 blessures. Ça veut donc dire que l'unité carthaginoise passerait à 5. Or, la résistance de cette unité de tirailleurs est seulement de 4. Je rappelle également que les tirailleurs n'ont pas de sauvegarde, donc du coup, je ne fais pas de sauvegarde de morale. Donc là, l'unité, elle est ébranlée, puisque justement, elle a atteint son quota de résistance en perte. Néanmoins, ils ont quand même réussi à mettre une blessure aux Romains, donc les Romains vont sauvegarder sur 6+. C'est raté. Les Romains reprennent une blessure, mais eux, ils ont également 4, puisque c'est une petite unité. Ils ont encore de quoi voir venir. Ils sont à 2 sur 4. Ils ne sont pas ébranlés. Le combat est donc largement remporté par les Romains, 3 contre 1.
Ça fait donc un écart de 2. Nos javeliniers vont donc devoir faire un test de commandement à -2, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Bon, j'ai fait 4, -2, ça fait 2. C'est très clair, c'est une déroute. Donc l'unité est retirée comme perte. Lorsque des tirailleurs se sont rassemblés pour un combat, ils sont immédiatement repassés en ordre dispersé. Enfin, tirailleurs ou infanterie légère en ordre dispersé. Bref. Donc on les repasse immédiatement en formation dispersée. Cette unité a donc également la possibilité soit de faire un mouvement de consolidation, soit de faire une percée. Alors le problème, c'est que les unités en ordre dispersé ne peuvent pas charger des unités autres que des unités dispersées ou des unités fragiles comme des bagages ou ce genre de choses. Donc, elles ne peuvent pas attaquer les lanciers libyens. Je vais donc choisir de faire un mouvement de consolidation gratuit et qui va être de m'éloigner de cette unité. Pourquoi? Parce que je suis à 6 pouces de cette unité, et à 6 pouces de cette unité, la règle de proximité s'applique. J'avais expliqué que la règle de proximité c'était à 12 pouces, c'est à 12 pouces pour les unités en grand. Pour les tirailleurs, ils ont un peu plus de mobilité, ça ne se déclenche qu'à partir de 6 pouces. Mais là, je suis à 6 pouces, donc je ne peux que aller vers cette unité ou m'en éloigner. Je décide donc de m'en éloigner avec un mouvement. On va donc pouvoir passer au côté romain. Alors là, on a plein de possibilités, puisqu'effectivement, on va pouvoir effectuer des mouvements d'initiative en pagaille. En conséquence, cette unité déjà va engager celle-là. Pour pouvoir valider un engagement, il faut que le leader d'unité puisse toucher. Ce sera le cas en coin à coin, puisque l'unité en face c'est centré, donc forcément il y a 2 socles et il y en a un qui superpose, donc ça touchera. Autre mouvement d'initiative, cette unité de tirailleurs va décider de faire un soutien latéral en touchant le côté de cette unité. Sachez que vous pouvez, pour une même unité, avoir jusqu'à 3 soutiens. Un sur chaque flanc et un en arrière. Donc là, ce qu'on va faire, cette unité-là va également aller en soutien ici afin de porter un maximum de surnombre et de pousser pour remporter la victoire. Alors, les soutiens sont également engagés au corps à corps. Ils ne sont pas les attaquants principaux, mais ils sont considérés comme engagés. Donc, ils y restent jusqu'à la fin du combat. C'est tentant d'envoyer également eux pour soutenir là, mais je me méfie de ces troupes-là, et je me dis que garder de la réserve, ça peut être intéressant. Néanmoins, je peux envoyer les petits tirailleurs qui sont là. Je ne vais pas me gêner. Il y a 6 pouces ici. Ils vont donc recevoir l'ordre de se mettre gentiment en soutien arrière de cette unité-là, puisqu'elle est également un attaquant principal. Il y en a 2. Vous pouvez faire des 2 contre 1 dans ce jeu, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez assez de place pour vous mettre au combat. Voilà donc pour ce qui est devant. De ce côté-là, il y a également des choses intéressantes. Alors, j'avais oublié de résoudre le tir ici. De la petite unité tirailleur, elle a été plutôt efficace, il a mis 2 points de vie aux cavaliers qui sont là. Donc ici, par exemple, je pourrais aller engager cette unité-là. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non, ça peut me permettre de prendre l'initiative de l'attaque. D'un autre côté, ça m'obligera à descendre de mon perchoir. Mais comme j'ai une unité à l'arrière, je me dis, allez, tentons-le. Je vais envoyer les Hastati alliés en attaque d'initiative, puisque en mouvement d'initiative, vous pouvez faire une attaque si vous avez la possibilité. La règle de proximité dit que je dois aller vers eux de toute façon, donc je les attaque, il y a 6 pouces, je les engage. Alors vous pouvez, là ce que j'ai fait c'est que j'ai centré, mais vous pouvez très bien décider de vous mettre d'un côté plus que de l'autre. L'essentiel c'est que vous couvriez entièrement votre unité.
Donc on pourrait imaginer que je me mette plus vers là pour être sûr de laisser la place à cette unité si elle veut se rajouter. On va le faire. Je vais me mettre là. Donc ça, c'est pour les mouvements d'initiative de ce côté-là. Ici, vous avez également un mouvement d'initiative, à savoir la petite unité de tirailleur qui est là. Il y a bien un ennemi à 12 pouces, éléphant. Donc, elle a le droit de faire un mouvement d'initiative. Elle va donc pouvoir aller soutenir les triaries qui sont ici. Ce qu'elle va faire. Donc, elle va toucher l'unité de triarie afin de lui donner un soutien. Donc là, ce sont mes mouvements d'initiative. Cette unité-là, qui est donc de côté, on va la voir. Voilà. Notre unité de cavalerie ici n'est pas à portée de charge des Gaulois. Et elle est cependant à 12 pouces, donc la règle de proximité dit que je devrais aller vers cette unité ou vers une autre unité qui a 3 mouvements d'elle. 3 mouvements, c'est 27 pouces. Alors, je ne suis pas avec cette unité directement face à cette unité, néanmoins je suis quand même pris par la règle de proximité. Donc si je veux avancer, il faut que je choisisse un adversaire qui est dans l'arc, pas forcément le plus proche, puisque s'ils étaient là, ce serait forcément eux, parce que là ils sont droit devant. Mais comme ils ne sont pas droit devant, on peut choisir n'importe quel adversaire qui est dans l'arc frontal et qu'on pourrait atteindre avec 3 mouvements. 3 mouvements, ça pourrait être les Gaulois là, là, ou les Numides éventuellement là-bas. Alors ça peut être intéressant parce que ça pourrait nous permettre de partir attaquer là-bas. Simplement, je sais que ma cavalerie n'a aucune chance de battre ces Gaulois. Et que si j'obtiens qu'un mouvement, je donne mon flanc. Parce que par définition, si vous vous alignez là-bas, bah, vous restez dans ce sens-là. Alors, on ne va pas faire ça du tout. Je vais utiliser mon mouvement d'initiative pour reculer. Donc je vais reculer, je décide de m'orienter par rapport à eux et de reculer vers là. Voilà pour les mouvements d'initiative. Donc pour les mouvements tout court, on va commencer par la division alliée ici. Cette division a subi un fiasco au dernier tour et ils se sont placés en colonne, ce qui ne m'arrange pas des masses. On va essayer de sortir un peu de ce guêpier. La première chose que je vais faire, c'est que je vais donner l'ordre à ces triaries d'avancer jusqu'à être à 12 pouces des cavaliers. Pourquoi être à 12 pouces des cavaliers? Tout simplement pour les obliger à me foncer dessus. Puisque je peux utiliser la règle de proximité à mon avantage, en me mettant à 12 pouces droit devant lui, je suis certain qu'il ne pourra pas me contourner. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donner à cette unité l'ordre de se mettre à 12 pouces droit devant l'unité de cavalier. Bon, il faudra obtenir au moins 2 ou 3 mouvements, je pense, mais on essaie. 8, ça ne sera qu'un mouvement. Alors, je vais être obligé de traverser des amis. Ce qui donc risque de me désorganiser. Ça ne m'arrangerait pas. Mais là, j'ai pas le choix. C'est un 4, c'est bon, le test de réorganisation est réussi. Maintenant, on va déplacer ces deux unités-là. Alors, on va les déplacer de façon à effectuer... Je vais les mettre en ligne et les placer dans cet arc. Donc je peux les prendre en groupe, puisqu'ils sont à 6 pouces l'une de l'autre, et ils reçoivent le même ordre. Ça fait 4, 3 mouvements potentiels. Donc on va placer ces unités ici. Bon, si j'avais su que je faisais 3 mouvements, évidemment, j'aurais peut-être pu envoyer un soutien supplémentaire, mais on ne pouvait pas deviner. À la fin du tour, on déplace le commandant. Donc là, j'ai formé une espèce de petite ligne là pour éventuellement bloquer et que ça n'interfère pas avec le combat qui est au centre. Il reste donc la division ici. On va déjà donner l'ordre aux triaries de s'avancer à l'endroit où se trouvaient les astati. Enfin, les principes, pas des triaries. 8, ça donne un mouvement. C'est suffisant. Ensuite, il y a la cavalerie.
La cavalerie n'est pas bloquée par les tirailleurs, et non plus par cette unité-là, puisqu'elles ne sont pas dans l'arc frontal. La règle de proximité, c'est que pour les ennemis qui sont dans l'arc frontal. Donc là, elles sont tout à fait libres de se déplacer comme ça. Dans ce jeu, il n'est pas obligatoire de voir pour charger. Le mouvement de charge, c'est le dernier mouvement de la séquence. Si votre séquence se compose d'un mouvement, ben évidemment, c'est le premier. Mais si j'obtiens 3 mouvements, il n'y a que le dernier qui sera un mouvement de charge. Donc je peux tout à fait contourner la maison et charger l'unité là-bas. Alors que pour l'instant, là, pourtant, je ne la vois pas. Pour ce qui est de savoir sur quel côté de l'unité on va atterrir, par contre, ce sera calculé lors du départ. C'est-à-dire qu'il faut regarder dans quel arc je suis par rapport à l'unité au départ de l'action. Donc là, au départ de l'action, comme vous voyez, je suis dans son arc frontal, ce sera donc une charge de face. Mais je vais la tenter quand même. On sait jamais. Alors, ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait être très intéressant là, c'est de forcer le destin. J'ai un ordre spécial qu'on n'a pas encore utilisé, d'ailleurs ce serait l'occasion de l'utiliser, c'est l'ordre spécial Suivez-moi. L'ordre spécial Suivez-moi oblige votre commandant à rentrer dans une unité. C'est un ordre qui ne peut cibler qu'une unité. Les ordres spéciaux, lorsque vous les utilisez, c'est forcément les derniers ordres du commandant en question. Suivez-moi, c'est un ordre qui dit, si vous réussissez l'ordre, votre général intègre l'unité et elle a automatiquement 3 mouvements. Donc là, par exemple, je pourrais essayer de forcer le destin pour être certain d'avoir mes 3 mouvements. Donc je vais le faire. Je vais lancer un ordre Suivez-moi. Voyons ce que ça donne. J'aurais eu mes 3 mouvements, mais bon, l'ordre Suivez-moi est réussi. Du coup, mon unité fait un premier mouvement. On va le faire proprement en décomposant. Premier mouvement de 9 pouces jusqu'ici, et je me tourne vers eux. À partir de là, la règle de proximité rentre en compte, puisqu'elle se calcule au début de chaque mouvement, y compris dans une séquence de 3, ce sera à voir au début de chaque mouvement. Je suis à 12 pouces directement devant, donc c'est cette unité que je dois attaquer, ça tombe bien, c'est celle que je voulais charger. On continue donc. Deuxième mouvement, ah bah tiens, j'y arrivais. En fait, il aurait suffi de 2 mouvements, si j'avais su. Mais c'est pas grave, au moins on est sûr de notre coup. L'unité peut charger. Commençons par ce combat-ci. Mes Astati disposent de 5 dés de combat. Et les lanciers libyens de 7. Là aussi, j'ai pas pensé à mettre les vétérans préventivement en soutien. C'est peut-être une erreur aussi, tant pis. Les Romains vont avoir +1 pour toucher, puisqu'ils sont en charge, et ils ont leur pylôme, donc ils vont pouvoir en tirer la quintessence. Du côté des lanciers libyens, ça peut-être être intéressant du coup de passer en serrer les rangs, histoire de réduire un peu l'impact de ces pylômes. C'est ce qu'on va faire. Les lanciers libyens toucheront donc normalement sur 4+, mais 5+ en serrant les rangs, tandis que les Romains touchent normalement sur 4+, mais ils ont chargé 3+. Voilà. Alors, les Romains ont touché 4 fois, ça fait mal. Et les lanciers libyens ont quand même touché 3 fois également. Ce qui est pas mal du tout. On effectue les jets de morale. Les lanciers libyens ont touché 3 fois les Romains. Les Romains ont une sauvegarde armure lourde et bouclier, c'est du 4+. Enfin, c'est 4+. Il y a des unités qui n'ont pas de bouclier qui ont 4+ aussi. Voilà, donc du coup, j'en sauve une. Je prends 2 blessures côté romain. Côté libyen. 4 sauvegardes à faire, elles sont à -1 à cause du pylôme, mais j'ai serré les rangs, donc ça annule. Ce sera 4+. J'en sauve 2. C'était un 5. Je prends donc 2 blessures également. Du coup, c'est une égalité. Pas besoin de tester.
puisqu'aucune des deux unités n'est ébranlée. Je rappelle que les unités ébranlées doivent tester en cas d'égalité. Passons au combat de cavalerie. Donc je les ai replacés parce qu'en fait j'ai oublié que la cavalerie, lorsqu'elle est chargée sur son arc avant, elle a droit à la réaction contre-charge. Et donc elles seront considérées toutes les deux comme ayant chargé, auront toutes les deux le bonus. Mais par contre il est précisé que les unités se retrouvent à équidistance. Alors j'ai pas trouvé dans la règle très clairement si c'est à équidistance de tous les mouvements ou juste du dernier. Vu la situation, ça me semble plus logique que ce soit le dernier, donc je les ai remis là. Bref, passons au combat, les deux cavaleries. La valeur de choc des Romains est de 5 dés. La valeur de choc de la cavalerie royale punique, 6 dés. Mais les Romains ont leur général qui est dans l'unité. Il peut donc apporter des dés. J'ai intérêt à le faire vu que la sauvegarde de mon unité est inférieure à celle de l'adversaire. Je risque de plus subir de dégâts. Donc pour essayer de rééquilibrer, il va apporter ces 2 dés. Les deux unités touchent sur 3+, puisqu'elles ont chargé. Et donc, on va voir ce que ça donne. Oula. Ouf. Ouf, ouf, ouf. D'accord. Les Romains ils ont mangé du lion. Hein. Alors, les Puniques touchent 3 fois et les Romains ont tout touché, donc 7 fois. On va également tout de suite faire les risques pour le commandant. Donc je vous avais dit que si le commandant participe au combat, il n'est pas obligé de le faire, il n'est pas obligé d'apporter les attaques, mais là je l'ai fait, je l'ai en connaissance de cause. Vous faites un test de risque, qui est plus difficile, ou plutôt plus facile à rater, on va dire, en fonction du nombre d'attaques que vous avez contribué dans le combat. Puisque les 2 attaques du commandant, elles ont contribué à l'unité principale. C'est pas comme des soutiens qui sont à part. Ici, j'ai mis 2 attaques. Là, quand vous faites un test de risque, vous lancez 2d6 et il ne faut pas obtenir de 12. Puisque si vous obtenez 12, votre commandant aura un problème. Par contre, ça c'est si vous avez lancé qu'une attaque. Si vous avez lancé 2 attaques, vous rajoutez +1 au jet, donc ce sera sur un 11+, que vous allez avoir un problème. Et si vous avez mis 3 attaques, ce sera sur un 10+. Voilà. Donc là, on va partir du principe plutôt qu'on va rajouter plus quelque chose au résultat du jet de dés, et donc il faut éviter d'arriver jusqu'à 12. Là, le commandant a mis 2 attaques, donc je rajoute +1 au résultat du jet de dés. Ouh, c'est chaud. J'ai fait 10, +1, 11. On va dire que le coup de lance l'a évité de très peu. Il a été très téméraire, ce général, mais il n'est du coup pas blessé, il ne subit pas de problème. On va repasser donc aux sauvegardes de morale. Les Puniques ont une sauvegarde de... Non, là c'est les Romains, pardon. Les Romains ont une sauvegarde de morale de 6+, cavalerie légère. Ben, ils prennent 3 points de vie. Ils en avaient déjà pris 2 à cause des javeliniers. Donc ils passent à 5 virtuellement. Alors je compte les blessures comme indiqué précédemment, mais uniquement pour le résultat de combat. S'il n'y a pas de soutien, elles ne sont pas distribuées, elles sont remises pas à 0, mais elles sont remises à la résistance maximum à la fin du combat. Ici donc nous avons 3 points qui ont été marqués par les Carthaginois. Par contre les Carthaginois, ils sauvegardent sur 5+, mais ils en ont beaucoup plus à faire. C'est pas mal. Ils en ont sauvegardé la majorité, mais il y en a quand même 3 qui passent. Donc ils prennent également 3 points de vie. Donc il y a également 3 points de vie des Romains. Les 2 unités viennent d'être ébranlées. Elles ont toutes pris le maximum de résistance qu'elles pouvaient. Les Carthaginois sont pile poil à 4. Et les Romains sont à 5, ils ont déjà un peu dépassé. Comme le combat est une égalité, normalement il n'y aurait pas de test à faire. Mais comme les 2 unités sont ébranlées, eh ben, les 2 doivent tester. Bien sûr on teste sans modificateur puisqu'il y a égalité. On va commencer par les Carthaginois. 8, ça fait repli en bon ordre avec soutien. Donc les replis, alors la différence entre le repli que vous voyez dans la table corps à corps et la retraite qui est dans la table
des tests de panique pour le tir, c'est que la retraite, c'est un mouvement de l'unité. Donc si l'unité a un mouvement de 9, c'est 9. Si l'unité a un mouvement de 6, c'est 6. Si l'unité a un mouvement de 12, c'est 12. Le repli au corps à corps, pour toutes les unités, c'est le même. C'est toujours 6 pouces. Donc là, eux, ils se replient de 6 pouces. Mais pas d'autres conséquences. À part le fait que désormais, cette unité est ébranlée. Lançons pour les Romains. Ah, pas de chance. Leur témérité les a perdus. Ils font double 1, donc l'unité est détruite. Lorsqu'une unité est détruite, le commandant qui est à l'intérieur doit automatiquement tester pour les risques. Donc nous allons voir ce qui lui arrive. Test de risque. Lancez un des 6. Allons-y. Ah ben j'ai fait un 1. Donc je pense que 1 et 2, le commandant est tué. Si j'avais fait 3-4, il aurait été blessé et il n'aurait donc plus participé à un combat jusqu'à la fin de la partie. Et sur 5-6, il aurait été sauf. Alors là, il est mort, mais s'il avait survécu, blessé ou sauf, il aurait quand même dû obligatoirement rejoindre une unité amie à 24 pouces pour ne pas être capturé au passage. Là, en l'occurrence, il est mort. Quand un commandant est mort, il est remplacé par un remplaçant qui aura une valeur de commandement un cran inférieure. Je vais mettre le remplaçant ici. C'est donc plutôt une bonne affaire pour les Carthaginois, même si maintenant que l'unité est ébranlée, il va falloir qu'elle se rallie si elle veut pouvoir de nouveau charger des ennemis. Passons au combat suivant. On va continuer avec le combat de l'éléphant contre les Triarii. L'éléphant, cette fois-ci, à son deuxième round de combat, il utilise sa valeur de mêlée qui est un point inférieure à précédemment. Il a donc seulement 3 dés. Les Romains, eux, sont toujours à 5 dés, puisqu'ils ont la même valeur en choc ou en mêlée. Cette fois-ci, nous notons également que les Romains ont reçu le soutien des lévès de la division alliée. Ces lévès apportent leur valeur de courte portée en attaque de soutien, qui est de 2. Donc nous avons 2 soutiens. L'éléphant n'a pas de soutien. Au niveau des touches, le combat précédent a donné une égalité, donc personne ne reçoit le bonus pour avoir remporté le combat précédent. Personne n'est ébranlé, donc c'est du 4+. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier la ténacité des Triarii. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, nous avons 2 attaques de soutien qui ont touché et une seule attaque de Triarii qui a touché. C'est pas terrible, heureusement qu'il y a les tirailleurs qui ont un peu harcelé. Bon, l'éléphant, lui, n'en a réussi qu'une, c'est pas terrible non plus. Alors, je précise que je n'ai pas serré les rangs, là, hein, parce qu'il faut l'annoncer à chaque tour. Hein. Donc là, j'ai pas serré les rangs. Je combats normalement sans malus. Hein. L'éléphant, lui, ne peut pas serrer les rangs, puisqu'il n'est pas une infanterie avec bouclier. Du coup, l'éléphant va faire 3 sauvegardes. Il a toujours son armure, son moral à 4+. Et il en rate 2 à nouveau. Il avait déjà subi 2 blessures. Il passe donc à 4. Aïe. Alors l'avantage, c'est que l'éléphant a 6 points de vie. Donc, il encaisse. Du coup, là, pour l'instant, ça fait 2 points pour les Romains. Reste la blessure infligée par l'éléphant à sauver. Les Triarii ont une sauvegarde de 4+. Ils peuvent relancer un dé d'armure avec la règle tenace, donc je pourrais le relancer. Mais ce ne sera pas nécessaire, c'est réussi. Ils ne prennent pas de blessure. L'éléphant a donc perdu le combat de 2 points, c'est lui qui teste. Alors l'éléphant, lui, je n'ai pas précisé, il teste dans la catégorie cavalerie. Donc dans la table, lui, on lira cavalerie. 6 moins 2 font 4. Et je pense qu'on va dire adieu à l'éléphant. 4 pour une cavalerie,
déroute si ébranlé, sinon repli désorganisé, y compris le soutien. Il a de la chance, donc il sera ébranlé, mais pas détruit, et il doit donc replier. Dans le cas de notre éléphant, vu qu'il est obligé de replier, sa règle éléphant rentre en jeu. Donc dans la longue liste de règles spéciales de la règle éléphant, il est indiqué que s'il est obligé de faire un repli, vous devez lancer un dé, et sur un 1, il se tourne vers l'arrière et il fait un piétinement. Un piétinement de distance de 3d6, et tout ce qu'il traverse va faire un test de panique. Donc là, il n'y a pas trop de risques, mais bon, on va essayer d'éviter quand même. Bon, bah, il fait un piétinement, donc voilà. Il se tourne donc dans son arc arrière, comme ceci, et on lance 3d6 pour savoir de combien il se déplace, notre ami. Maximum. Il est pressé de repartir. Voilà. Bon, notre ami est passé très loin. L'éléphant n'est donc plus vraiment un problème pour le moment. Passons au combat central. Le combat central, donc. Ça promet d'être une sacrée boucherie. Donc déjà, vu que cette unité à charger va toucher sur 3+, je décide d'envoyer mon consul pour se joindre à la fête et ajouter donc 3 attaques supplémentaires à cette unité. Je pense que ce sera tout à fait à propos. Donc, cette unité a normalement 5 attaques, plus 3 apportées par le général. Bon, il risque de mourir, mais c'est pas grave, on va essayer de percer le centre carthaginois. Ensuite, 5 attaques de l'unité qui n'a pas chargé, celle-ci. Et ensuite, nous avons 1, 2 et 3 soutiens qui seront en vert. Ça fait déjà beaucoup de dés. En face, les Carthaginois ont 7 attaques des lanciers libyens et toujours 3 attaques des vétérans. Alors, la question envoie-t-on Hannibal dans ce guêpier? Je suis toujours partisan que non. Donc, on va commencer par lancer les attaques carthaginoises et ensuite on lancera le paquet des Romains. Allons-y pour les Carthaginois. Bien évidemment, mon unité de lanciers libyens serre les rangs. Donc, le tour précédent avait été remporté par qui déjà? Par les Carthaginois. Donc je touchais sur 3+, ce tour-ci, et je toucherai donc sur 4+, en combattant, en serrant les rangs. Alors, écoutez, ça c'est pas mal, ça touche même beaucoup. 3, 6, 7 touches côté carthaginois. Côté romain, ne pas oublier également que les unités qui ont chargé, c'est leur premier tour de combat, ils auront également le pilum. Oh, c'est pourri. C'est très pourri. C'est très très pourri. Alors, pour l'instant, il y a 2 soutiens qui ont touché. Les Astati entamés ont fait un bon carton. Et tout le reste a foiré. Donc finalement, ça se rééquilibre pas mal dans le sens où on a 7 de chaque côté. Alors, les Carthaginois, ils en ont 7 à sauver. Ils sont en serrant les rangs, donc ils ont une sauvegarde de base de 3+. Il y aura donc 3+ pour les verts et les rouges, et ceux qui sont à pilum, donc il y en a qu'un qui a touché avec les pilums, sera 4+. Donc du coup, il y en a 3 qui passent au travers. Ça fait 3 blessures. L'unité ne sera pas ébranlée puisqu'elle avait subi 2 blessures. Elle passe à 5. Elle est toujours encore opérationnelle. Par contre,
carthaginois. Alors, le problème c'est que j'aurais dû signaler, j'ai fait une erreur, j'aurais dû signaler que l'unité devait diviser ses attaques. Normalement elle doit les diviser, donc ce qu'on va faire, on va en mettre 3 de chaque côté, et on lance un des 6, 1, 2, 3, ce sera une attaque ici, 4, 5, 6 ici. Voilà, ce sera ici. Donc il y en a 4 pour les nouveaux arrivants, qui sauvent presque tout, ils prennent juste une blessure. Petite blessure pour eux. Et les autres, sur du 4+, également, eh ben, sauvent tout. Donc les Romains encaissent, ils ont du moral, hein, visiblement. Ce qui fait que donc les Carthaginois ont pris 3, malgré des jets de dés catastrophiques des Romains, et les Romains, eux, n'ont finalement subi que 1. C'est donc une victoire des Romains, de 2. Il y a donc un test à faire pour les Carthaginois à -2. L'unité n'est pas ébranlée, c'est déjà ça. Ça pourra nous éviter quelques désagréments selon le résultat du test. J'ai fait 11 - 2, ça fait 9. L'unité tient bon. Finalement, la poussée romaine a été pour l'instant contenue. Ce tour romain terminé, passons au tour carthaginois. Tour carthaginois, on va commencer par les mouvements d'initiative, il n'y en a que de ce côté-là. Alors, mouvement d'initiative, comment on va pouvoir faire ça? Je pense que le seul mouvement d'initiative que nous allons faire, ça va être de sortir les javeliniers ici afin de venir au soutien des lanciers libyens. Et le deuxième que nous allons faire éventuellement, histoire de percer dans cet endroit-là, ce sera de ramener en soutien arrière les vétérans ici. Donc là, on vient de rajouter 4 dés de soutien, avec un peu de chance. Si on arrive à briser l'unité de Hastati là, on pourra éventuellement faire des choses sympas. L'autre question qui se pose, c'est quid de la cavalerie? Je suis trop loin pour lui lancer un ordre de ralliement, un des ordres spéciaux, puisque ces ordres spéciaux sont à portée 12 pas, donc il faudrait que je le fasse le tour d'après. Ou alors, je pars du principe que je m'en moque et que je tente de contourner quand même. C'est une idée aussi. Je pense que je vais tenter ça. Mais ce sera du coup un ordre et pas un mouvement d'initiative que je vais faire. Il n'y a pas d'autre mouvement d'initiative, donc passons aux ordres. Commençons directement par Hannibal. Donc l'ami Hannibal, son ordre premier, ça va être... et son seul ordre en fait, ça va être de dire à la cavalerie de contourner les lignes romaines. Donc, si elle obtient 3 mouvements, elle peut aller jusque là, ça peut être sympa. Donc on pourrait peut-être imaginer l'avoir ici, cette cavalerie, ce serait peut-être une idée. On va essayer ça. 5. Alors Hannibal a 9 de commandement, mais comme l'unité est au-delà de la portée sans malus, on doit appliquer un malus de -1 par tranche supplémentaire de 12 pouces. Là, il y aura un malus de -1. Donc Hannibal n'aura que commandement 8 pour cet ordre. 8, mais 5, c'est quand même 3 crans en dessous. Donc ça passe quand même avec 3 mouvements. L'unité a largement de quoi compléter l'ordre qui lui a été donné. Alors, évidemment, comme cette unité est ébranlée, elle ne peut pas déclarer de charge. Mais je pars du principe que peut-être, lors d'un tour futur, je pourrais éventuellement ramener Hannibal et la rallier pour pouvoir en faire quelque chose. D'ailleurs, en parlant d'Hannibal, puisque ses ordres sont terminés, on va le déplacer justement ici, de façon à ce qu'il puisse, le cas échéant, galoper vers cette unité pour la rallier. Passons à la division de Maharbal. L'ami Maharbal. Alors vous noterez que je n'ai pas donné d'ordre à l'éléphant puisque il est désorganisé. Et comme il est désorganisé, eh bien, il ne peut recevoir aucun ordre ni bouger.
Par contre, vu qu'il n'est pas engagé au combat, il va pouvoir récupérer et se réorganiser à la fin du tour automatiquement. Ça, c'est une bonne chose. Côté de Maharbal, alors, le problème est que c'est au centre que c'est en train de se décider. Donc, la division des alliés est prête à me recevoir. Est-ce vraiment utile d'aller s'encastrer là-dedans? Je pense que le mieux serait d'essayer de recentrer un peu tout ça. En conséquence, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ordonner... Alors, est-ce que je peux donner un ordre groupé? Ces deux unités, oui. Oui. Donc, celles-là sont à 6 pouces les unes des autres. Je pourrais donner un ordre groupé. Moi, ça m'arrange. Donc, l'ordre groupé serait que la ligne pivote de cette façon et attaque comme ça. Si c'est possible, évidemment. Il va falloir obtenir 3 mouvements là, pour pouvoir arriver au secours des troupes centrales carthaginoises. Et visiblement, les Gaulois ne sont pas pressés d'aller aider leurs alliés. Mais peut-être vont-ils se réveiller. Allez, lançons un dé. Oui, 4. On est 4 crans en dessous, donc ça fait 3 mouvements. Ce qui permet donc à mon unité... Non, on est trop loin pour charger. Donc là, pour la règle de proximité, on va décomposer le mouvement. Donc on va faire une unité après l'autre. Un premier mouvement de 6 pouces, un second mouvement de 6 pouces. Donc là, j'ai traversé une unité à mi. Donc je vais tester la désorganisation. C'est bon. Ensuite, les Gaulois. Les Gaulois vont également faire 3 mouvements. Donc là aussi, je vais... non, il faut que je termine là. Donc là, maintenant, je suis dans la zone de la règle de proximité. Je suis droit devant sur les triaries, donc je dois m'avancer vers les triaries. Mais c'est pas grave, c'est ce que je voulais. Là, on va un peu forcer le combat dans ce coin-là. Eux, mais ils vont faire 6 par là, de nouveau 6. Et maintenant, ils sont dans la zone dangereuse. Alors là, ils passent tout pile au milieu des deux unités. Il faut que j'en choisisse une pour le dernier mouvement. Ben, je choisis évidemment d'attaquer cette unité. Et ces Gaulois-là pourront charger. Et je vais m'orienter de cette manière-là. Ces Gaulois-ci n'arriveront pas. Donc je décide de m'orienter vers cette unité et je vais faire mes 3 mouvements là-bas vers eux. Maharbal, pour l'instant, il se débrouille bien. On va passer aux tirailleurs qui sont là. Alors, ces tirailleurs, je vais les positionner de façon à ce qu'ils soient en soutien de cette unité préventif. Mais, de la même manière, ils pourront tirer sur leurs homologues éventuellement, ou sur les triaries. 8, ça fait un seul mouvement, mais ça peut suffire. Ça suffit. Ça suffit. Continue, puisqu'on a de la chance au dé. On va s'occuper de la cavalerie. La cavalerie, alors la question est, est-ce qu'on se jette sur les triaries? C'est pas une bonne idée, ils ont des lances. Donc je vais peut-être carrément la basculer de l'autre côté. On va essayer un truc. On va la garder pour plus tard, on va essayer un suivez-moi avec eux pour essayer d'avoir 3 mouvements pour la rebasculer. Ensuite, on va donner des ordres aux... comment ils s'appellent? Ah non, je ne peux pas faire de suivez-moi, parce qu'ils sont au-delà des 12 pouces, donc ça c'est mort. Donc je vais leur donner... Non, mais je risque d'échouer l'ordre. Donc je vais commencer peut-être d'abord par les Numides. Les Numides, je vais les mettre à portée de javelot des triaries. Toujours en étant dispersés, pas de changement de formation. Alors comme c'est une cavalerie légère et qu'ils sont en ordre dispersé, j'ai pas le malus pour la distance. Ah, bah c'est raté. Fin pour Maharbal. Hein, c'est pas trop mal. On a un peu rattrapé la situation. Donc on va pouvoir passer à la phase de tir parce qu'on a peut-être quelques javelots à lancer maintenant.
Passons donc à la phase de tir. Nous avons quelques jets de javelot à effectuer. Ah oui, j'ai d'ailleurs j'oublie de déplacer ma harbin, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que on va commencer par ces Gaulois-ci, qui vont pouvoir normalement jeter des javelots. Donc lorsque une unité n'a pas d'arme précisée, et qu'elle a juste une valeur de courte portée, qui n'est pas divisée, hein, une valeur entière, elle a généralement des javelots, des dards, des fléchettes, enfin des armes de jet à courte portée. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser la valeur de courte portée de cette bande de guerre, qui est de 2. Je suis normalement sur du 4+, pour toucher. Néanmoins, comme on le voit dans les modificateurs, si la cible est une infanterie lourde, qu'on attaque de front avec des boucliers, il m'inflige un malus de -1. Donc j'ai -1 pour toucher les principes, puisqu'ils sont infanterie lourde. Non, ce sont des astati, excusez-moi. Là j'ai fait un double 5, donc les deux touches. Les Romains ont une sauvegarde de 4+, il n'y a pas de bonus de perforation. Et ils sauvent les deux également, double 5 pour sauver. Il ne se passe rien. Ensuite, ici, cette unité doit tirer la cible la plus proche, donc ce serait leurs homologues. Normalement, je pourrais les ignorer, mais en fait non, je ne suis pas à portée des triaries, donc oui, je vais tirer sur mes homologues. Comme ils sont en cible difficile, vu qu'ils sont tirailleurs, donc ils sont en ordre dispersé, j'ai -1 pour les toucher. Donc ceci va nous occasionner un malus, touche sur 5+, j'en touche une. Ceux-là sont des tirailleurs, ils n'ont pas de sauvegarde, donc ils encaissent une blessure. Cette unité de Scutari a également des javelots. Pour eux, la cible la plus proche, ce sont les triaries. Ça tombe bien, c'est ceux qu'on pouvait shooter. Par contre, ils ont 3, c'est une unité de taille moyenne. On peut voir, ils ont également le malus, puisqu'il s'agit également en phase 2 d'infanterie lourde avec bouclier. Donc tout ceci leur fait une touche à 5+, aucune touche. Et ma cavalerie royale n'est pas à portée de javelot, donc la phase de tir s'arrête là. Partons à la phase de corps à corps. On va commencer de ce côté-là, puisque mes troupes du centre ont réussi à tenir contre la poussée romaine, mais je crains fort que ça ne dure pas. On va donc essayer de transpercer ici, et pour cela, je pense qu'Hannibal va rejoindre le combat. Donc Hannibal va rejoindre les lanciers libyens. Les Romains ont subi 2 blessures, les lanciers libyens ont subi 2 blessures, il y avait égalité, personne n'a de bonus pour avoir remporté le combat au tour précédent. Cependant, notre ami Hannibal va rajouter des dés aux lanciers libyens qui vont donc passer de 7 à 10, puisque je vais utiliser les 3 dés possibles du général. Il y a également, toujours encore, 3 soutiens venant des vétérans, excusez-moi, et encore 2 de plus venant des javelinés. Cela va nous faire de la touche à 4+ pour les soutiens et 4+ également pour les lanciers libyens. Évidemment, devant un tel déchaînement de violence, les Astati romains vont décider de passer en serrer les rangs. Je pense qu'ils ont sans doute bien fait, parce qu'il va y avoir de la touche. Donc, ça, c'est raté, mais il y en a quand même 3, 6, 9 et 10 qui sont passés. 10 touches. On va tout de suite faire le test pour Hannibal, ça serait dommage qu'il meure, mais bon, hein, c'est le jeu. Il a utilisé 3 attaques.
Donc pour une attaque, c'est plus 0, pour deux attaques, plus 1, et pour trois attaques, plus 2. C'est bon, 3 et 2, 5, on est loin du 12, pas de souci pour Hannibal. Les Romains ont 5 attaques, ils n'ont aucun soutien, et ils ont serré les rangs, donc c'est sur du 5+. On est la valeur de mêlée, et le pylône c'est que au premier tour, donc ils n'ont plus non plus. Ils réussissent à toucher 2 fois. Faisons les sauvegardes. Les lanciers libyens ont 2 sauvegardes à faire. Ils en réussissent une, ils prennent 1 point de vie. Enfin, 1 point de résistance, excusez-moi. Quant aux Romains, ils ont 10 sauvegardes à 3+ à faire. C'est pas mal, mais du coup, ils en prennent quand même 3 qui passent au travers. 3 blessures. Leur unité a déjà subi 2 dégâts, 2 pertes. Donc ils passent au-delà de la valeur ébranlée. Ils sont donc ébranlés. Comme ils n'ont pas de soutien, on ne réallouera pas cette perte. Cependant, ils ont largement perdu le combat. Ils ont perdu le combat 3 contre 1. Donc ça fait 2. Enfin largement 2. Ça va encore. Ça aurait pu être pire. Ils font donc un test à -2 en espérant donc que nos alliés tiennent le choc. Ouh là là, c'est pas bon. 3 -2, 1, donc l'unité est en déroute. J'ai donc le choix d'effectuer, si je le désire, une percée avec ces unités, et je vais le faire. Puisque je peux faire 2 mouvements dans mon arc avant qui peuvent être une charge, et comme ce sera un nouvel ennemi, ce sera un combat qu'on pourra résoudre tout de suite. Je vais donc le faire, et les soutiens viennent avec moi. En substance, on va envoyer tout le monde ici, et on va tout de suite résoudre ce nouveau combat. Alors le commandant, lorsqu'il est traversé, doit se déplacer, on va le mettre là derrière. Alors je précise que la percée n'est pas possible si l'unité est désorganisée, mais là aucune des unités n'était désorganisée. Du coup, rebelote. On affronte donc une unité fraîche de Principes, comme avant, la même, la totale, avec Hannibal qui aide, et double soutien, et je vais également serrer les rangs avec cette unité de Principes. C'est moins bien, c'est moins bien, c'est moins bien. Alors ça touche sur 3+, mais pourtant je fais moins bien. Donc il y a 3 soutiens qui sont passés et 6 de l'unité. Donc l'unité en face a serré les rangs, c'est du 3+. Par contre, ils en ratent beaucoup plus, ça c'est très bien. Donc, l'unité en face vient de subir 5 pertes, donc elle est tout de suite ébranlée, directement sur le choc. Elle riposte, elle a 5 dés qui touchent sur du 5+. Elle en touche 2, elle a droit au pylône. Donc la sauvegarde des lanciers libyens est réduite d'un point, c'est du 5+, donc sauvegarder les 2. Le combat est perdu très sévèrement avec 5 points, donc l'unité va devoir faire un test de commandement à -5, et elle est détruite également. Je n'ai cependant plus la possibilité de faire de percée. Par contre, il n'est pas précisé que je ne peux pas faire un mouvement de consolidation. Donc, je vais pivoter mon unité, et les soutiens me suivent, pour se positionner de façon optimale pour le tour suivant, et éventuellement prendre de flanc les Romains. Je fais à nouveau le test de risque pour Hannibal.
Ouh, c'est chaud. Plus 2, ça fait 11. Il échappe de peu à la mort. Mais il est toujours là. Voilà pour ce qui est du tour de ce côté-ci. On passe maintenant au centre. Au centre, le but, ça va être de tenir, tout simplement, histoire de bloquer un maximum d'unités romaines sur place. Donc on va commencer tout de suite par les Carthaginois. Ils vont évidemment serrer les rangs. Donc il y aura 7 attaques des lanciers libyens. Ils ne sont pas ébranlés, donc ils devraient toucher sur 4+, moins 1 avec le serrer les rangs 5+. Et toujours 3 attaques de soutien des vétérans. C'est parti. Il y aura 3 touches. Par contre, les soutiens ont tous raté. Dommage. J'ai oublié de répartir les attaques. On va faire comme avant. Une ici, et 1, 2, 3, la dernière là, ou 4, 5, 6 ici. La dernière là. Donc 2 ici. Rate les 2. Donc l'unité... non, ça c'est pas le même compteur. Cette unité prend 2 blessures, excusez-moi. Et l'unité là... elle en avait subi 2. Non, 3, excusez-moi. On avait subi 3. Et elle sauvegarde. Donc pour l'instant, les Carthaginois ont mis 2. Côté romain, le général va à nouveau apporter toutes ses attaques. Donc cette unité va en faire 7. Celle-ci va en faire 5. Et nous avons 6 soutiens. Il y en a 3. 1, 2, 3. Ils ont tous 2 en courte portée. Donc ils rajoutent 6 dés. Je touche sur 3+, pour les attaques de l'unité principale, puisque j'ai remporté le combat au tour précédent, et sur 4+, les soutiens. Alors, 3+ les attaques principales, ça en fait pas mal du tout. Il n'y en a que 2 qui ont raté, et un des soutiens a raté. Ça fait quand même... non, le 3 c'était raté. Ça fait quand même un paquet d'attaques. Pour les Libyens, c'est du 3+, puisqu'ils sont en serré les rangs. Mais ils en prennent quand même 1, 2 et 3 dans la figure. Donc l'unité sera ébranlée. Passe à 6. Elle n'est pas automatiquement détruite puisqu'on n'a pas, ils n'ont pas pris suffisamment pour arriver au double de la résistance. Mais du coup, les 2 en excédent seront donnés aux vétérans, qui vont donc subir 2 dégâts supplémentaires. Mais au final, le combat est perdu de pas tant que ça, il est perdu que de 1. Donc ça fait que les Carthaginois peuvent tenir, et le tour d'après, ce sera peut-être à eux de porter un coup décisif. 7 moins 1, ça nous fait donc 6. Pour une infanterie, repli en bon ordre avec les soutiens. Ça aurait pu être pire. On s'en sort très très bien. Donc un repli de 6 pouces. Bon, du coup j'ai décidé de poursuivre avec toutes mes unités, histoire d'en finir. En plus, ça me permettra d'être en partie protégé par la forêt. Mais je veux vraiment détruire ce centre carthaginois, parce que du coup je pourrais me rabattre éventuellement sur l'autre aile. Ça sera peut-être utile. On va passer à l'autre combat. Alors, de ce combat-là, on a des Celtibères qui chargent, et qui sont assez redoutables. Ils ont des pylômes. C'est la grande astuce dans la liste carthaginoise, c'est que les Celtibères peuvent avoir des pylômes, donc ça fait une unité particulièrement dangereuse. Combat contre les Celtibères.
Alors, les Celtibères contre les Principes alliés. Alors, les Celtibères dans la liste carthaginoise, ils ont le meilleur des deux mondes en termes d'attaque, c'est-à-dire beaucoup d'attaques comme la plupart des warbands, en termes de choc en tout cas, comme vous voyez sur le profil. Et en plus, les pylônes qui leur permettent de perforer les armures adverses et donc de réduire la sauvegarde de morale. Nous avons donc 5 dés pour les Principes qui vont se mettre en position défensive et 9 en choc pour les Celtibères. Pas de soutien des deux côtés. Les Celtibères ont chargé, ils ont donc le bonus de charge à 3+. Alors le seul truc qu'ils n'ont pas par rapport au Warband classique, c'est qu'ils n'ont pas la charge sauvage qui leur permet de relancer les dés d'attaque lors du premier tour de la partie. Donc ils ont quand même 6 touches. Et les Romains se débrouillent bien, puisque sur les 5 attaques, nous en avons 4 qui touchent également. Et eux aussi ont un pylône au premier tour. Côté Celtibères, on va commencer par eux. Leur sauvegarde est de 5+. Les Principes sont les pylônes, donc ça passera à 6+. Aucune sauvegarde n'a été réussie. Les Celtibères prennent 4 dégâts. En tout cas, quel que soit le résultat, ils auront tout de même pris un sacré coup dans les dents. Vous voyez, ces petites unités romaines sont quand même assez dangereuses par rapport à ce qu'on pourrait croire. Les Romains font donc une sauvegarde à 3+, puisqu'ils ont serré les rangs. Et ils réussissent toutes leurs sauvegardes, sauf une, le petit 2 là. Non, le 3 aussi. J'oublie qu'ils ont un pylône aussi, ceux-là. Donc c'est des sauvegardes à 4+, excusez-moi. Et ils en ont réussi quand même 4, les Romains. Donc 2 dégâts. Eh ben, contre toute attente, les Romains viennent, en tout cas les alliés romains là, viennent de gagner le combat. Et ça, c'est assez inattendu, je ne pensais pas. Du coup, rétrospectivement, j'aurais peut-être dû envoyer le général pour augmenter la facture. Et ben, du coup, c'est les Carthaginois qui testent, et ils vont tester à -2, puisqu'ils ont perdu 4-2. 6 moins 2 font 4. Et 4 pour de l'infanterie. C'est déroute si ébranlé, sinon repli désorganisé avec soutien. Dans notre cas précis, ce sera un repli désorganisé, puisqu'ils ne sont pas ébranlés, ils ont encore 2 points de résistance qu'il leur reste. Et là, en termes de repli, le problème c'est qu'ils vont passer au travers d'unités amies, ce qui normalement ne pourrait pas faire. Ils risqueraient même de s'arrêter dessus. Donc si on regarde la section concernant les retraites et les replis, pour ce qui est des replis, l'unité fait 6 pouces dans la direction directement opposée à son adversaire. Les soutiens doivent accompagner. Si un ennemi ou un terrain infranchissable bloque le chemin de l'unité, elle est déroutée. Donc c'est pas un ennemi qui bloque le chemin. Si des alliés, ni engagés, ni désorganisés, donc c'est pas désorganisé, pas désorganisé, et ils ne sont pas engagés, sont sur le chemin, ils peuvent, c'est pas obligé, ils peuvent faire place en faisant un seul mouvement. L'unité où le soutien est alors désorganisé, et l'unité qui a fait place doit obtenir 4+ pour ne pas l'être aussi. Mais évidemment, si l'unité refuse, eh bien, l'unité en repli est détruite. Alors bien évidemment, ils vont le faire. Donc là, il faut que eux dégagent du chemin. Donc eux vont faire un mouvement par là pour dégager. Bon, ça m'embête un petit peu parce que du coup, eux, ils vont perdre leur soutien, mais ça vaut mieux que de voir ma warband détruite. Du coup, eux reculent. Alors normalement, quand une unité est obligée de faire place, ils seraient désorganisés, mais ils sont déjà désorganisés à cause du résultat de combat. Donc pour eux, ça ne va rien changer. Par contre, les tirailleurs, eux, ils vont devoir faire un test, et ils sont désorganisés également. Les Romains peuvent choisir de presser leur avantage, de faire un mouvement de consolidation ou
percer, ils ne pourront pas. Le troisième, c'est la percée, mais là, ils n'ont pas détruit leurs adversaires. Donc c'est soit le mouvement de consolidation, soit la poursuite. Eh bien, nous allons poursuivre parce que détruire cette unité ne se refuse pas. Donc allons-y. Je les laisse en bas, mais ils sont pas là. Voilà pour ce combat. Fin du tour côté carthaginois. Ça a quand même été un bon tour par rapport à ce qui s'est passé sur l'oreille gauche. On va voir ce que les Romains vont faire. Alors, le tour romain, là, il va falloir réfléchir. Déjà, les mouvements d'initiative. Alors, certains me semblent assez évidents. Nous avons une possibilité de charge d'initiative ici, mais également ici, puisqu'ils sont dans mon angle de vue. Donc, on contrôle la règle de proximité comme d'habitude. Là, à 12 pas droit devant, il n'y a personne. Donc, il faut que je choisisse quelqu'un qui est dans mon arc, puisqu'il y a eux qui sont à 12 pouces. Je pourrais décider de foncer sur la cavalerie, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais au contraire dire que je vais m'aligner sur eux et les charger. Ils sont à 6 pouces. Je vais donc faire une double charge ici avec ces deux unités en mouvement d'initiative. Ceci étant fait, il nous reste ici. Alors, si je veux il y a un petit trick pour se débarrasser de la règle de proximité, c'est de sortir des 12 pas. Là, par exemple, si je voulais aller vers là pour colmater les brèches, je ne pourrais pas, puisque je suis aligné sur eux, et droit devant en plus. Donc, je devrais avancer ou m'éloigner par rapport à eux. Donc, ce qui serait possible de faire, c'est de dire que je recule, et ensuite je vais par là. Reculer pour sortir de la zone. Ici, malheureusement, il me faudrait 6 pouces, un mouvement, ça ne suffirait pas pour sortir des 12 pas, il en faudrait 2. Dans le meilleur des cas, si je trixe un peu et que je reste aligné comme ça m'amènerait quand même là, avec au mieux un mouvement là. On est loin de pouvoir engager le combat là-bas, et en plus, ça ne les empêcherait pas d'utiliser eux aussi la règle de proximité pour s'aligner sur eux et donc aller là-bas. Donc là, j'ai pas vraiment de choix intéressant. Autant taper dans le tas. Je bénéficie d'un soutien. Donc ces deux unités vont faire une charge d'initiative sur les scutarii. Autant frapper avant d'être frappé. Et eux, ils vont se mettre en soutien en mouvement d'initiative. Quoique, ai-je vraiment besoin de soutenir ceux-là? Donc eux, ils sont pris par la règle de proximité aussi. Mais je choisis d'aller vers eux. Donc je vais me mettre en arrière sur nos amis ici. Tant pis. Les triaris vont se débrouiller tout seuls, c'est l'élite de l'élite, après tout. On va partir du principe qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà. Alors, ce compteur était à qui? Ça, c'était leur compteur. Ça doit être celui de quelqu'un d'autre. On va l'enlever. Maintenant, il nous reste la question ici. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule unité, j'ai bien fait de la garder en réserve, qui peut encore bloquer cette horde qui risque de nous tomber dessus. Évidemment, le plan, c'est de se mettre droit devant pour les obliger à nous attaquer ou à reculer. Ils seront obligés de nous attaquer parce que reculer, ça leur fera perdre beaucoup de temps. Le problème, c'est qu'en mouvement d'initiative, comme vous le voyez, je ne peux pas déclarer de charge. Je peux me mettre devant, mais je vais encaisser la charge. Donc il faudrait que je fasse un ordre. Si je fais un ordre, je pourrais éventuellement avec 2 mouvements leur rentrer dedans. Cette unité a déjà pris 3 blessures. On peut peut-être l'ébranler, mais vu tous les soutiens plus animal, j'ai peu de chances de gagner le combat. On va faire un petit récap de la situation au niveau des divisions. La division des alliés ici, elle est détruite, en déroute, elle est brisée, puisque au début de mon tour, je dois constater qu'il ne me reste que cette unité qui est opérationnelle, vu que c'est une infanterie légère et pas un tirailleur, donc il compte. Par contre, il y avait 4 unités dans cette division. Il y avait la cavalerie, elle est détruite. Il y avait les Astati, ils sont détruits. Et il y avait les Principes, ils sont détruits.
Donc déjà, une division des Romains a sauté. Ça fait déjà 1-0 pour les Carthaginois. S'ils en détruisent une deuxième, l'armée romaine est out, terminée. Game over. Donc là, il faut vraiment que je ne perde pas. Et surtout, il faut que je commence à casser du carthaginois. Les deux divisions carthaginoises sont très solides. Mais d'un autre côté, il me suffit d'en détruire une pour gagner. Comme je l'avais indiqué dans les conditions de victoire. Là, éventuellement, si je casse ces deux unités, il va rester la cavalerie qui est ébranlée là, les vétérans, les lanciers libyens et l'éléphant. Il faut donc que je détruise 4 unités pour faire sauter la division. Ou ébranler tout le monde, mais ça c'est plus compliqué en l'état. Ça me semble pas faisable pour le moment. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment gagner du temps. Comment on peut gagner un maximum de temps? Évidemment, c'est pas en s'encastrant là-dedans parce qu'on tiendra un tour. L'autre possibilité, c'est de se mettre en carré. C'est pas méga historique, mais ça se faisait dans des situations désespérées. Ici, c'est relativement désespéré, hein, donc on va pas se mentir. Et puis ça nous permettra de voir cette formation spéciale. Pour faire un carré, c'est comme un changement de formation normal, ça prend un mouvement. Par contre, une fois qu'on est en carré, ça prend tout le mouvement de sortir du carré, puisque le carré est immobile. Ce qu'il faut donc faire, c'est 2 mouvements. Il faut que je puisse me mettre bien devant. Donc là, il faut au moins que je me mette là. Et ensuite, il faut que je fasse le carré. Il me faut donc 2 mouvements. Donc ce sera un ordre. Fin des mouvements d'initiative en ce qui me concerne. Passons aux ordres. Donc notre général il est toujours dans l'unité là, mais il est encore à 12 pouces, donc il n'y aura pas de malus. Et on va commencer par la division générale. Son ordre, ça va être avancer là et se placer en carré. Voir s'il y arrive. 7, ça ne fait qu'un mouvement. Ça ne m'arrange pas du tout. Du tout, du tout. Donc je vais relancer avec la relance du général. Ah, vous allez me dire, vous risquez d'échouer, ça peut être pire. Mais non, puisque les Romains ont la règle disciplinée. La règle disciplinée, ça fait que même en cas d'échec, ils ont droit à un mouvement gratuit. Donc au pire, ils font quand même 1 pouce et ils pourront quand même au moins loquer à défaut de se mettre en carré. Le seul risque, c'est d'avoir le double 6. Bon, ça, voilà. Mais bon, faut jouer. Et j'ai très bien fait, ça vaut le coup. Le général parvient à ses fins. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un mouvement, touc, et on se met en carré. Donc là, maintenant, il va être obligé de casser cette unité avant de pouvoir éventuellement prendre mes flancs. Et ça nous fera gagner un peu de temps en espérant que le reste des troupes se démerdent bien. Il n'y a pas d'autres ordres à donner puisque pratiquement toute mon armée est au combat. Il ne me reste que la cavalerie qui est là. Alors la cavalerie qui est là, ce qui pourrait être intéressant, plutôt que de foncer là-bas dedans, c'est d'essayer de faire confiance à ces troupes et de faire une bascule par là. Évidemment, il me faudrait 3 mouvements. Donc là, ce qu'il faudrait pouvoir faire, vu que je suis à 12 pouces, donc en capacité de poser un ordre spécial, il faudrait, dans ce cas-là, que je mette l'ordre spécial suivez-moi. Je vais le faire. Voilà, l'ordre spécial a été réussi, donc il est place. La cavalerie a fait 3 mouvements ici. Il ne reste donc plus qu'à passer à la phase suivante. Phase de tir, a priori, je n'en vois pas. Peut-être le carré éventuellement, qui peut lancer un petit javelot. Non, il n'est même pas à 6 pouces. Bon, c'est pas plus mal, parce que du coup, il ne peut pas me charger en ordre d'initiative, il sera obligé de bouger avec un ordre, on ne sait jamais, des fois qu'il rate. Bon, passons au corps à corps. Passons au corps à corps. On va commencer par le combat central. Celui qui oppose toujours les lanciers libyens et leur soutien de vétérans à l'essentiel de ma division romaine. On a toujours 7 dés côté carthaginois avec 3 dés de soutien. L'unité va continuer à serrer les rangs. Elle est cependant ébranlée. Donc elle a -1 pour toucher, tandis que les Romains ont +1 en toucher, puisqu'ils ont remporté le combat au tour précédent. Et d'ailleurs, on a oublié de remettre le marqueur des Romains qui est là.
aucune des unités romaines n'est ébranlée, aucun des soutiens non plus. Donc, ça fera donc 5 attaques de ces Astati, 5 attaques de ceux-là, et je vais continuer à mettre 3 attaques du général. Pourquoi? Parce que comme les blessures excédentaires se répercutent sur les soutiens, et que lors du résultat de combat, si cette unité de saute, le soutien doit tester, parce que d'habitude les soutiens ne testent pas. Les soutiens, ils se contentent de suivre. Mais si l'unité qui soutiennent saute, ils devront tester. Donc autant qu'ils soient de préférence ébranlés et avec le max de blessure pour que les résultats soient plus favorables. Donc le général va y aller, hein, on n'est plus à ça près. Il faut prendre des risques. Et enfin, nous avons toujours 1, 2, 3 soutiens. Donc 3 x 2, donc 2 pour porter. Ça nous fait ça. Allez, on va commencer par les Carthaginois qui touchent du coup sur du 6+, puisque serrer les rangs, -1, ébranler, -1. Et 4+ pour le soutien des vétérans qui sont toujours pas ébranlés. Et du coup, ça ne se modifie pas. Alors, il n'y a aucune touche des lanciers libyens, mais il y en a 2 du soutien. On va les sauvegarder tout de suite. Deux sauvegardes, on répartit une sur chaque, parce que j'ai encore oublié de dire comment je répartissais. E, c'est sauvé. E, c'est sauvé. Bon, les deux sont sauvés. Et enfin, donc, la ribambelle de dés, les verts sont les soutiens à 4+, le reste c'est à 3+. Ouh, c'est mauvais. Bon, il y a 2 verts qui passent. Tout le reste est raté. Et le reste est à 3+, il y a beaucoup de 1 et de 2. Donc ça nous fait 3, 6, 7 touches. Plus 2. De toute façon, c'est tous la même sauvegarde d'armure, c'est du 3+. Et les Libyens, on sauvegarde beaucoup, mais il y en a quand même 3 qui passent au travers. Donc 3 blessures, elles vont être données au soutien, ça ne suffit quand même pas. Si j'en avais mis 6, l'unité sautait direct sans test. Puisque ça aurait été le double de leur valeur de résistance. Là, comme c'est pas le double, ça va aller sur le soutien. Donc le soutien passe à 5. J'aurais bien voulu l'ébranler, ça aurait été bien. Il est encore intact. Quoi qu'il en soit, c'est une défaite de 3 pour les Carthaginois. Donc c'est un test à -3. 9 - 3 font 6. Ils s'en sortent encore bien. « 6 pour l'infanterie, repli en bon ordre avec les soutiens. » Alors, c'est un repli. Ce qui n'est pas si mauvais que ça. Parce que du coup, ça va m'éloigner de la menace qui pèse sur mes arrières. C'est pas si mal que ça. Je décide de faire un mouvement de poursuite avec tout le paquet. Les soutiens suivent, comme d'habitude. Je fais mon test de risque pour le général avec +2. 9 + 2, 11, ça ne fait pas 12, il est intact. C'est pas la victoire que j'espérais, mais c'est une victoire quand même. Passons maintenant au combat ici. Les Triarii ont des lances, mais ils n'ont pas bonus particulier, puisqu'en face, ce sont des Scutarii, donc de l'infanterie. On va donc avoir simplement 5 attaques qui toucheront sur du 3+. Quand je charge, je ne peux pas serrer les rangs. Donc ce sera 5+, touché. Ce sera 3+, puisque j'ai le bonus de charge, excusez-moi. En face, les Scutarii ont perdu leur soutien, mais ils ont quand même 6 attaques.
ils ont des pylômes, ce qui m'inquiète un petit peu. Mais bon, c'est ce qui arrive. Donc c'est bien ce qui me semblait. 3 attaques des Triarii qui passent. Et 5 des Scutari. Ouille. Donc, les 3 touches des Triarii sont à 5+, puisque les Scutari ont 5+ de sauvegarde. Ah ben les 3 passent. 3 blessures. Enfin 3 pertes. Et maintenant, il y a ces 5 attaques à pylôme à sauver. Donc ma sauvegarde de base, c'est 4+. Je ne peux pas serrer les rangs quand je charge. Donc ça passe à 5+. Bon, sauf 2, mais j'en prends 3 aussi. Mon unité avait déjà pris 1 point de vie. Elle est donc ébranlée. Du coup, même comme c'est une égalité, comme mon unité est ébranlée, elle doit tester. Ah non, j'avais encore, moi j'y pense, j'ai une relance, parce que j'ai la ténacité, on ne sait jamais. Non. Donc du coup, mon unité est bien ébranlée, et doit donc tester. Ça nous fait donc du test à moins 1. 9. Tiens bon. Ce sera sans conséquence, heureusement. Passons au combat de l'autre côté. Alors, on va commencer par... qui? On va commencer par eux. Donc dans ce combat-là, on a remporté la victoire, donc on aura un bonus de +1 pour les Principes. Donc ils ont 5 attaques qui toucheront sur 3+, et ils bénéficient également maintenant du soutien de ces Leves qui leur apportent 2 attaques de courte portée qui touchent sur 4+. En face, la Horde Celtibère n'utilise plus la valeur de choc, utilise la valeur de mêlée qui est bien moindre. Ils n'ont donc plus que 6 dés. Ils n'ont plus le bonus de pylôme puisque ce n'est pas le premier round du combat. Et en plus de ça, ils sont désorganisés à cause du résultat de combat précédent, donc ils toucheront sur -1. Donc leur touche de base c'était 4+, -1, 5+. Donc il y aura 5+ pour les blancs, 3+ pour les rouges, et 4+ pour les verts. Donc, pour l'instant, il y a 2 des soutiens romains qui touchent, ainsi que 4 des attaques principales. Du côté des Celtibères, ils ne se débrouillent pas si mal que ça, il y en a quand même 3 qui passent. L'unité de Principes fait donc ses 3 sauvegardes à 4+. Elle les sauve toutes les 3. Bravo. Et par contre, les Celtibères font leur sauvegarde avec leur sauvegarde de base de 5+. Et là, ça va. Mais bon, voilà, c'est plus que stat, mais ça fait quand même 3 blessures qui passent au travers. L'unité a subi déjà 4 blessures, elle en prend 3 de plus. Il n'y a pas de soutien sur qui répercuter, il n'y a pas le double pour exploser l'unité, donc on va s'arrêter à 6, mais elles seront quand même comptées, évidemment, pour le résultat de combat. Mais du coup, maintenant, l'unité est à la fois ébranlée et désorganisée. C'est donc une victoire 3-0 pour les Romains, donc test à -3 pour les Celtibères. On fait 12, très bon. 12 - 3, ça nous fait donc du 8. Tiens bon, parfait pour eux. C'est assez inespéré. Ce combat-là. Alors, ce combat-là, nous avons 2 unités qui ont chargé. L'une est une unité de Principes qui aura donc le bonus de pylôme au premier tour, ce sera les rouges. Et l'autre est une unité de Triarii qui a des lances, mais qui n'a pas de bonus dans le cas présent, du coup, puisqu'il affronte de l'infanterie, encore 5 attaques. Ça fait donc 10 attaques. 10 attaques, et je pense que je vais envoyer ma Arbal dans cette unité. Donc côté carthaginois, c'est le premier round de combat, donc même s'ils se font charger, on utilise quand même la valeur de choc. La valeur de choc des Celtibères est de 9. Donc ça fait 9, plus 2 attaques de Maharbal, donc ça fait 11. Il n'y a
pas de soutien. Si, il y a encore deux soutiens venant de cette unité. Ah non, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de soutien, donc je vais utiliser les dés verts pour compléter. 3, 6, 9. Alors, on va lancer les attaques des Romains du coup. Alors, il y a... les Triarii ont tout touché. Et les Principes en ont touché 3 sur 5. On va tout de suite faire les sauvegardes. Donc les rouges se feront à -1, donc 6+, et les violets à 5+. Alors, il y a 2 sauvegardes qui ont été faites sur les violets. Par contre, les rouges ont toutes passé, donc ça fait 6 dégâts. L'unité est donc directement ébranlée. Parce que là, ils viennent de prendre 6 d'un coup. Ils ont 6 points de résistance, ils sont tout de suite ébranlés. Watch. Voyons ce que vont faire les Celtibères. Eux touchent sur du 4+. On va donc répartir équitablement. Cette fois-ci, vu que j'y pense. Donc j'ai 11 dés. On va en mettre 4 contre les... non, 5 contre les Triarii. C'est pas mal. Il y en a 5 qui touchent. À -1 pour ces petits Triarii. Donc il y en a 2 qui sont sauvés. Ils ont la règle tenace, ils peuvent relancer un dé. Et c'est sauvé. Donc ça leur fait... je n'ai pas tenu les comptes, ça leur fait 2 blessures. 2 blessures. Et ensuite sur les Principes, ça c'est raté. Donc ça en fait 4. Donc 5+. On a 2 qui sont sauvés, ça en fait également 2 pour eux. 2 sur chacune des unités. On fait les comptes, il y a eu 6 blessures d'infligées sur les Celtibères, contre 4 au total contre les 2 unités romaines. Ça fait donc une victoire de 2 pour les Romains. Je fais également les risques pour le général, il a mis 2 attaques, donc ça fait +1 sur le jet. C'est bon, ça fait 3 + 1, 4. Marbal est sauf pour le moment. On va cependant passer au test de morale qui va se faire à -2. Eh ben, c'est reparti pour un 12, -2, ça fait 10, l'unité tient bon. Ce qui arrange bien les affaires des Carthaginois. Le tour des Romains est terminé, on passe au tour carthaginois. Côté carthaginois, on va déjà commencer par les mouvements d'initiative. Donc là, je sais que je suis à un peu plus que 6 pouces ici, donc un mouvement d'initiative ne me suffira pas pour attaquer cette unité. Alors je viens de me poser la question, est-ce que je pourrais pas, avec les vétérans qui sont là, derrière, en deuxième ligne, ici, est-ce que je pourrais pas éventuellement charger quand même en passant derrière, puisque eux, ils ne voient pas par-dessus leurs amis, donc ils ne sont pas pris par la règle de proximité, à mon sens. Mais il faudrait pouvoir mettre le leader d'unité au contact. Non, c'est trop loin, beaucoup trop loin. Pas possible. Alors ce qui est embêtant, c'est que la cavalerie qui est derrière est ébranlée et ne peut pas déclarer de charge, alors qu'elle pourrait éventuellement aller dans le pack là. Le souci, c'est que du coup je suis un peu bloqué là. Je vais vraiment être obligé de choisir entre séparer mes unités ou mettre un paquet là-dedans. Et il faut également que je tienne en compte qu'il y a la cavalerie ennemie qui est là. Donc si j'arrive pas à faire sauter ce carré du premier coup, ça va être compliqué, hein, il faudra quand même mettre les moyens. Bon, j'ai beaucoup d'attaques. Bon, on va tenter le coup, hein, Hannibal est audacieux. Donc là, ce sera des ordres, du coup. Donc mouvement d'initiative, j'envoie... il y a l'éléphant, qui est beaucoup trop loin d'Hannibal, il y aura trop de malus si je lui donne un ordre. C'est dommage, parce que s'il avait été à côté, on aurait pu tenter une charge, puisqu'on peut charger en se tournant et en avançant, mais là, il va se contenter de faire un mouvement, de se tourner pour faire un mouvement et venir au soutien latéral de cette unité, puisqu'il peut le faire.
Là, la règle de proximité dans son arc avant, il n'a personne, donc il peut faire le mouvement en entier sans subir de contraintes, et on ne recalcule la règle de proximité qu'au début du tour du mouvement suivant. Mais là, je n'en utilise qu'un. Donc, je vais aller me mettre au soutien ici, puisque cette unité est récupérée de sa désorganisation et qu'elle peut donc apporter un peu de répit ici. Puis elle apporte quand même 3D de soutien, ce qui est... Non, je dis des bêtises. Oui, ils sont peut-être pas très bons en soutien. Cet éléphant, il apporte combien en soutien? 1D. Ah, c'est pas super. Je préfère me le garder en réserve, parce que si je le mets en soutien, il sera coincé dans ce combat. C'est pas ce qu'on veut. Du coup, je vais simplement me placer. Ensuite, l'autre potentiel mouvement d'initiative, c'est ici, puisque j'ai un ennemi à 12 pas. Alors, la question, est-ce que je pourrais charger là-dedans? Non. Pour la bonne et simple raison que même si j'ai 3 mouvements, je ne peux pas me servir de mes 3 mouvements pour faire des trucs comme ça. Le mouvement de charge doit être le plus direct possible. Et en plus de ça, on calcule l'orientation de la charge au début du round. Donc là, je suis dans l'arc frontal de l'ennemi, je devrais pouvoir le charger de face. Je n'ai pas le droit de me mettre par défaut sur le côté. Donc ici, comme il n'y a plus de place, charge frontale, ça ira pas. Par contre, je peux venir apporter du soutien. Ça peut être éventuellement intéressant. Mais présentement, je préfère lancer un ordre, puisque ma arbalète est encore dans ce coin. On va sortir de la règle de proximité en faisant un mouvement en arrière, puis on va tenter de faire un contournement par là. En revanche, cette unité-là, ce serait bien qu'elle arrive en soutien, effectivement. Donc celle-là, je vais commencer par les numides. Test de commandement de ma arbalète. Malheureusement, ce sera avec un malus de -1, mais heureusement, ils sont en formation dispersée, donc il n'y a pas de malus de distance, comme c'est une cavalerie légère. 7, ça donne un mouvement. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Et du coup, ça ne me permet pas de venir en contact. Bon, l'ordre n'est pas un échec. Donc, maintenant, je vais tenter de faire ce que j'ai dit avec ma cavalerie. Ça fait un seul mouvement. Donc, je vais me contenter de reculer comme je l'ai indiqué. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir avoir de nouveau un mouvement libre avec eux. Voilà pour les ordres de... Non, j'ai pas fini avec ma arbalète. Si, l'unité là est désorganisée. Fini pour ma arbalète. Passons à Hannibal. Hannibal, on va y aller. On attaque avec tout le pack, ordre groupé donc, avec tout le monde, dans le carré. Oula, 10, c'est raté. J'utilise ma relance de général. 8, un seul mouvement. Eh ben, ce sera raté. Ce sera raté. Et c'est fort dommage parce que ça fait perdre un temps précieux. Ça fait perdre un temps précieux. Et là c'est vraiment pas de chance parce que là, les Romains viennent de gagner un répit inespéré. Et notamment ce carré là. Bon, c'est pas un échec, je peux continuer. Est-ce que je pourrais donner un ordre de ralliement derrière? Non, en plus je suis trop loin. Ah non, pardon, j'ai déplacé Hannibal, non, il était là. Potentiellement, je peux aller rallier ma cavalerie. Bon, je vais aller le faire. Allez, on va rallier cette cavalerie. Ah non, 10, il ne ralliera rien du tout. Donc je dois rentrer dans l'unité quand même, mais il n'y aura pas d'effet. Et c'est très con, parce qu'en cas de combat, ça m'éloignera des 12 pouces pour rentrer au combat. Ah bah oui, bon, c'est très bête. C'est très bête, j'aurais dû laisser ces cavaliers dans leur caca. Tant pis. Voilà, les ordres sont faits. Passons au tir. Niveau tir, on a notre copain l'éléphant déjà pour commencer. Il a un tir de javelot à courte portée et il va le faire sur les autres devant. Ils sont dispersés, j'ai donc -1. Oula, c'est raté. Donc,
terminé pour eux. Il y a mon unité désorganisée là. C'est pas parce qu'elle est désorganisée qu'elle ne peut pas faire un tir, si elle en a la possibilité. Elle a 6 pouces avec les javelots, mais la personne à portée. Donc, elle ne peut rien faire. Elle sera réorganisée à la fin du tour. Je peux enlever le marqueur éventuellement, puisqu'il ne se passera rien normalement. Ah, quoique si, avec les poursuites et autres, ça peut éventuellement avoir une importance. Voilà. Donc, on a les... Donc, eux n'ont pas d'armes de tir, puisqu'ils ont 3-0 dans leur valeur de courte portée. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lancer d'armes. Ils ont simplement une valeur de soutien en mêlée. Par contre, eux ont effectivement la possibilité de tirer. Ils doivent tirer sur l'ennemi le plus proche. Ce sera eux. Donc il y aura 2 tirs de javelot à 4+, moins 1 parce qu'infanterie lourde avec bouclier. Et je touche quand même, 2 touches. Les carrés ont un bonus de morale. C'est donc du 3+ pour sauver. Et il y a une blessure qui passe. Donc j'ai réussi à entamer ce carré. C'est toujours ça de prix. Voilà, une petite blessure pour le carré, c'est toujours ça de prix. Passons au combat au corps à corps. On va commencer par les combats des Celtibères. Et commençons dans l'ordre. Ici, ma Harbal va apporter 2 attaques nouveaux ce tour-ci. Néanmoins, comme c'est le deuxième round de combat, l'impact de la charge des Gaulois était fortement réduite, puisqu'ils n'ont plus que 6 dés, plus 2 de ma Harbal. Ça fait donc 8 attaques en tout. On va encore prendre un violet. Et en plus, l'unité est ébranlée. Elle ne touchera donc que sur du 5+. Du côté des Romains, ils ne sont pas ébranlés, aucune des unités. Ils ont remporté le combat précédent, donc ils toucheront à 3+. On va mettre plutôt. Voilà. Donc les Romains, nous avons 5 pour l'épesse et 5 pour les Triarii. Commençons par les Carthaginois sur du 5+. Oui, donc je vais répartir. Il faut répartir équitablement. J'ai 8 attaques. J'en mets 4 sur les Triarii pour commencer. Une seule touche. Je vais tout de suite faire la sauvegarde. C'est du 4+, puisque je n'ai pas serré les rangs. C'est raté. Néanmoins, ils sont tenaces. Ils peuvent donc relancer une sauvegarde. Mais ça ne sert à rien. Ils perdent un point de vie supplémentaire. Ils étaient à 2. Ils passent à 3. 4 attaques sur les Principes. Là aussi, il y en a une qui va toucher. C'est le petit 6 là. On va tout de suite faire la sauvegarde sur du 4+ aussi, donc pas serré les rangs, je n'ai pas précisé. Et ils prennent également une blessure. Ça fait une blessure de chaque côté, donc pour l'instant on est à 2 côtés carthaginois. Mais ça ne suffit pas pour ébranler aucune des 2 unités. Passons aux Romains. Les Romains, eux, touchent sur 3+. Il n'y a plus de pylône puisqu'on est au deuxième tour. Et c'est pas génial. Ça fait quand même 5 touches. La sauvegarde Celtibère, c'est pas terrible, c'est 5+, mais on sait jamais. Non, ils ratent toutes leurs sauvegardes, donc ça fait 5 pertes pour la Warband. À une près, il n'y avait pas de test de panique puisqu'elle aurait été massacrée avec le double de la résistance. Cependant, c'est une défaite à 5, donc c'est rebelote pour les Celtibères. Je vais également faire les risques pour le commandant. 10 plus 1, 11. Il n'est pas tué. Et le test de morale. Ça fait 10 moins 5 font 5. Non, pas 5. J'en dis des bêtises. Je leur ai mis 5, mais 2, donc ils ont mis 2, donc le différentiel est de 3. Excusez-moi. Donc 10 moins 3 font 7. Et 7, pour l'infanterie, c'est un repli en bon ordre avec des soutiens. Donc là, avec un bon jet de morale, ils s'en sortent. Le problème... Ah non, c'est bon. Ils ne rentrent pas dans l'unité amie, donc ils peuvent reculer. Je peux donc coller ou pas. Je
vois rien qui me... Non, il faut vraiment qu'on y aille. Donc... Alors, le problème, c'est que si je rate mon coup au tour d'après... Bon, je vais quand même le faire, parce que le tour d'après, c'est mon tour, donc je ne vais pas encore être attaqué. J'aurai 2 phases de corps à corps pour essayer d'en finir, alors autant essayer d'en finir. Ce combat-ci. Passons à ce combat-là. Alors, les Romains sont victorieux, ils ont donc le bonus. Les autres en face sont désorganisés et ébranlés. Donc, ça ne se cumule pas, ça fera quand même -1. La Warband a 6 dés qui touchent sur du 5+, on va le faire tout de suite. Ça en touche 2. +, on sauvegarde. Les 2 sont réussis, donc il n'y aura pas de blessure. En face, les Romains ont 5 attaques. Sur ces 5 attaques, il y a également 2 soutiens à rajouter. Les unités ne sont pas ébranlées, donc touche sur 3+. Il y a eu 2 ratés, 3 ratés. Donc 1 soutien et 3 attaques qui passent. Sauvegarde à 5+. Il y a une sauvegarde, 3 blessures, ça ne suffit pas pour décimer cette unité, puisqu'il n'y aura pas le double de résistance, mais du coup c'est un combat perdu à 3 pour les Carthaginois qui font un test. Ils font des gros scores, hein, ces Carthaginois. 9 moins 3, ça fait 6. Et 6, ça veut dire repli en bon ordre avec soutien, mais vu qu'ils sont déjà désorganisés, ils ne reviennent pas réorganiser si vous obtenez ce résultat. Hein. Donc, du coup, nos amis reculent. Et bah, je vais continuer à les poursuivre, histoire de m'éloigner de potentielles représailles. Le soutien suit. Alors, les Scutari contre les Triarii. Les Triarii ont été ébranlés au tour d'avant, mais c'était une égalité. Donc, la touche de base sera sur 4+, pour les Scutari, qui ont toujours 6 attaques. Mais ce sera du 5+ de base pour les Triarii. Donc je vais me mettre en défense parce que bon, ça va plus changer grand chose, on va essayer de bloquer. Les Scutari touchent une fois, sauvegarde à 3+, c'est sauvé. En contre-attaque, 5 attaques sur 6+, du coup, parce que -1 pour ébranler, -1 pour serrer les rangs. Ah ben il y en a quand même 2 qui passent. Les Scutari ont une sauvegarde de 5+. Il y en a une qui est sauvée, mais l'autre passe. Il passe donc à 4 pertes. Et ce faisant, le combat est gagné par les Romains d'1 point. C'est donc un test à -1 pour les Scutari. Comme d'habitude, un super jet. 11 - 1, 10. Ça tient bon. Et enfin, la grande mêlée. La grande mêlée. Donc on a toujours encore 7 attaques des lanciers libyens, plus 3 attaques de soutien des vétérans. Les vétérans sont à 5 pertes, ils ne sont pas ébranlés, donc les attaques de soutien sont toujours à 4+ pour l'instant. Ça nous fait donc du 5+ pour les blancs, 6+ même parce que je vais serrer les rangs, et 4+ pour le soutien. Et en face, on ne serre pas les rangs, on tape. Alors, les 2 soutiens ont touché, et une des attaques des lanciers a touché. Ça fait donc 3 sauvegardes à faire. Alors, 2 sauvegardées, une qui passe. J'ai oublié de dire une fois de plus sur qui je mettais, donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4, 5, 6, ce sera pour eux. Ils sont donc ébranlés. Ça fait pour l'instant une blessure côté romain. Enfin, une blessure pour les Carthaginois. On rebelote. 5 attaques de ces gens-là. Non, de eux. Et 7 avec le général de ceux-là. Évidemment, on ne compte l'état ébranlé qu'au prochain tour. Hein. Là, ils combattent à pleine puissance, ceux-là. Et nous avons encore les soutiens. 6 attaques de soutien. Voilà ce que ça donne. C'est un peu mieux que d'habitude, pour le coup. Alors, au niveau des soutiens, on n'a que 2 qui passent. Par contre, les touches de base, donc ça a 3+, puisqu'ils ont gagné le combat. Voilà, il y a pas mal de touches, hein. 3, 6, 9, 12, 13 avec le soutien, ça va faire des sauvegardes. Sauvegarde à 3+, pour les lanciers libyens, puisqu'ils ont serré les rangs. 1, 2, 3, 4, 5. On passe de nouveau à 1 près de la destruction totale. Mais cette fois-ci, tout va se répercuter sur le soutien, qui lui, du coup, sera ébranlé également. Donc là, j'ai ébranlé les 2 unités. Ils ont mis une blessure, j'en ai mis 5. Ça fait donc une victoire de 4 en faveur des Romains. Test à -4 pour les Carthaginois. Là, ça risque de casser. Je vais faire le risque pour le général aussi. 8 plus 2, 10. Bon. Et donc, le test de morale. 5, -4, 1. L'unité principale est détruite. Et donc, dans ce cas-là, l'unité de soutien doit tester avec le même malus, donc également avec -4. Oula, ah oui, là ça a complètement cassé. 6 -4, 2, la deuxième unité saute. Donc là, les 2 unités viennent de sauter en un coup. Ça va donc me libérer énormément de troupes. Alors, est-ce que l'éléphant est dans mon angle de vue? Ah bah non, il n'est pas dans l'angle de vue de ceux-là. Donc cette unité-ci va être prise par personne pour la règle de proximité, donc elle va se tourner. Les soutiens, s'ils le peuvent, restent en soutien. Mon unité qui est ici, elle va se tourner par rapport à l'éléphant. Et le soutien va rester avec elle. Là, c'est plutôt pas mal. Le centre a enfin craqué. Au niveau de la division d'Hannibal, ça fait donc 2 unités qui ont disparu. Si on arrive à détruire l'éléphant et encore une autre unité opérationnelle de cette division, les Romains peuvent encore gagner. D'ailleurs là, ils viennent de rétablir la situation, je trouve. Tour suivant, Carthaginois. C'est donc au tour des Romains. Commençons par les mouvements d'initiative, comme d'habitude. Alors là, par exemple, je pourrais faire un petit truc plus subtil, ce serait de charger avec l'unité qui était derrière. Puisqu'un mouvement d'initiative me suffirait. Donc j'aurais pu faire décrocher cette unité, puisque le combat est fini maintenant, donc elles retrouvent leur liberté de mouvement. J'aurais pu décrocher, puisque la règle de proximité m'oblige à reculer par rapport à l'ennemi, pour laisser la place à eux. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a l'interpénétration et les tests de désorganisation, mais ces 2 unités sont disciplinées. Et la règle disciplinée dit que ces unités peuvent se traverser entre elles sans malus. Donc je vais faire ça. Je vais simplement envoyer mes Astati à l'arrière, pour laisser la place aux principes, qui eux vont charger l'éléphant. Parce
puisque les Hastati sont ébranlés, tandis que les Principes sont frais. L'unité de Vélite va venir les aider en soutien arrière. Ces unités, je prévois de les bouger de préférence comme ça. Donc je ne vais pas faire un mouvement d'initiative. Et il me reste la cavalerie. Alors elle peut faire un mouvement d'initiative, mais elle ne peut pas charger. Ça ne m'arrange pas. Je préférerais qu'elle tente la charge. Donc ça va s'arrêter là. Pour les mouvements d'initiative en tout cas. Passons aux ordres. Donc on va commencer par la division du consul. Le consul est de nouveau libre de ses mouvements également, puisque le combat est terminé. Alors lui, ça va être très simple. Il va ordonner à ces deux unités, qui sont donc dans règle de proximité, il n'y a personne ici, il n'y a personne ici, il n'y a personne à 12 pas. Donc du coup cette unité est libre comme l'air, donc cette unité on va lui ordonner de se déplacer jusque ici, si c'est possible, afin de menacer les arrières de troupes d'Hannibal. On essaie. 9 c'est raté, donc je vais utiliser la relance pour évidemment essayer d'éviter, parce que si je garde ce résultat, il ne pourra pas lancer d'autres ordres. Non, décidément, il n'y a rien qui passe, il n'y aura pas d'ordre. Ça m'ennuie quelque peu. Du coup, la cavalerie, là-bas, qui est dans cette division, il y a le général avec, il va faire un ordre, suivez-moi pour être bien sûr que ça passe. Et on va tout de suite vérifier ce qu'il peut charger. Alors là, on va essayer un petit tricks. Là, nous avons l'unité de cavalerie punique qui est ébranlée. Ma cavalerie est là. Elle pourrait les atteindre avec 3 mouvements. Mais, évidemment, il y a un mais. Est-ce qu'on est pris par la règle de proximité? Non, il n'y a pas 12 PS avec eux. Donc pour l'instant, ils sont libres. Eux, ils sont dans les 12 pouces, mais comme ils sont dispersés, on peut les ignorer. Donc ce qui est possible de faire, ce serait de dire de charger cette unité. Puisque du coup, après le premier mouvement, on sera là. On devra alors respecter la règle de proximité, mais comme je vous l'avais expliqué, si l'ennemi n'est pas directement devant le leader d'unité, vous pouvez choisir un autre ennemi qui a portée de charge. Donc ce serait lui. Évidemment, il faut que je spécifie dans mon ordre que je fais une charge dans cette direction, droit devant, en attaquant tout ce qui est sur le chemin, parce que si eux décident de maintenir la position, eh ben, ça va me bloquer. Donc il faut bien que l'ordre soit bien rédigé, donc on va le faire comme ça. Donc charge droit vers là, en attaquant tout ce qui est sur le chemin. Et après, eux, s'ils restent, on les piétine, et s'ils ne restent pas, on ira là-bas. Ça passe. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, côté carthaginois maintenant. Si je tente l'évasion, je vais pouvoir certainement me dégager par là. Mais ce qui va se passer, c'est que cette unité-là va se faire charger. Mais d'un autre côté, si cette unité maintient sa position, c'est encore pire. Parce que du coup, le combat va avoir lieu là. S'il détruit cette unité, il pourra faire une percée. Et la percée, il pourra la faire dans mon flanc. Donc il n'y a pas trop le choix que de tenter une évasion. Donc on va utiliser la réaction évasion. Alors évasion, c'est autorisé pour les unités en formation dispersée. Donc ils vont faire un test d'évasion. Ça fonctionne de la façon suivante. Vous faites un test de commandement comme d'habitude. Et vous, en fonction des succès, vous avez un certain nombre de mouvements pour échapper à l'ennemi. Donc là, je fais 6. Je fais droit à Hannibal. Il est où Hannibal? Oula, Hannibal est trop loin. Hannibal est trop loin, donc ça fait 8. Ça fait quand même 2 mouvements. Hannibal avait un malus, mais ça suffira. Donc je fais 6 pour m'échapper par ici. Et du coup, eh bien, la cavalerie va continuer sa charge.
Voilà, donc je complète mon premier mouvement. Là, la règle de proximité se déclenche. Personne n'est directement devant le leader d'unité, je décide de choisir cette unité, je poursuis ma charge. Deuxième mouvement, troisième mouvement. La cavalerie punique aurait normalement droit à une contre-charge, mais comme elle est ébranlée, elle ne peut pas le faire puisque les unités ébranlées n'ont le droit de déclarer aucune charge ni contre-charge. Donc ça, c'est une très bonne chose et ça nous fait la fin pour tous les ordres. Passons au tir. Je ne sais pas si nous en avons. Si, il y a les tirs du carré, on va le faire tout de suite. Le carré a donc un tir qui manque sa cible, donc voilà, mon tir est fait. Faisons tout de suite cette charge. Alors, j'ai oublié un petit détail aussi, c'est qu'il y a Hannibal dans l'unité, donc il va quand même rajouter 3 attaques. Ça fait quand même que c'est pas si facile que ça. Mais les branlés, ça va être peut-être un peu compliqué. Alors, récapitulons. Notre cavalerie a normalement 6 dés, et Hannibal va en rajouter 3. Parce que bon, il a intérêt à faire en sorte que ça survive, parce que sinon il meurt. Et d'un autre côté, les Romains, eux, n'ont que 5 dés, même si eux, ils vont combattre avec du 3+, pour toucher, puisqu'ils ont chargé. Tandis que eux sont à l'arrêt, 4+, et en plus ébranlés, 5+. Alors, côté romain, il y en a 4 sur 5 qui touchent. Côté carthaginois, il y en a 4 qui touchent aussi. 4 de chaque côté. Sauf que la différence, c'est la même chose qu'avant. C'est que eux, ils n'ont qu'une sauvegarde de 6+. Voilà. Donc, ils n'en sauvent aucun. Oula, c'est peut-être pas très bon cette histoire. Ouch. 4 blessures, ébranlés. Et eux, ils ont 5+. Ils en sauvent 2, donc ils n'en prennent que 2. Du coup, c'est moi qui perds le combat. Hannibal fait son test. C'est bon. Je fais mon test. 8-2, ça fait 6. 6 pour une cavalerie, repli désorganisé avec soutien. L'unité est ébranlée, donc finalement, cette unité-là ne me sert à rien. Et du coup, je vais coller avec la cavalerie punique. Bon, bah c'était un gros ratage finalement. Ça partait d'une bonne idée, mais c'est un ratage. Passons à l'éléphant. C'est le premier round de combat. L'éléphant a donc 4 dés. Il n'est pas ébranlé, donc il touchera sur 4+. Mon unité de principes est fraîche. Donc elle a ses 5 dés, touchera sur 3+, puisqu'elle a chargé. À cela s'ajoute 2 attaques de soutien de la part de mes vélites. Donc, oula, c'est pas terrible. C'est pas terrible. 3 touches côté romain, dont 2 avec pilum, et une touche côté éléphant. Alors, la touche de l'éléphant, ce sera sur du 4+. Les Romains la sauvent. Quant aux touches des Romains, ce sera sur... Donc l'éléphant a 4+ de sauvegarde. Ceux-là, c'est avec pilum. Donc ça va être du 5+. Et celle-là, 4+. Elles sont toutes ratées. L'éléphant prend 3 dégâts. Il en a 4. Il n'y a pas de soutien qui est distribué. Donc il est ébranlé. Avec 6 blessures. 3 blessures contre 0, victoire des Romains. Test pour l'éléphant. L'éléphant fait 9, moins 3, ça fait 6. Donc repli désorganisé avec soutien. Et comme il doit battre en retraite, on fait également un test pour savoir s'il piétine. Non.
Mais là, l'éléphant est dans la panade parce qu'il est adossé au bord de table. Et s'il sort du bord de table en étant ébranlé, il est considéré comme détruit. Donc, ça comptera dans la déroute de la division. Voilà pour ce qui est de l'éléphant. Passons à la suite. Alors, on va passer au Scutari. Donc, les Scutari ne sont toujours pas ébranlés. Ils toucheront sur 4+, avec 6 attaques. Tandis que les Triari toucheront sur 5+ de base avec leurs 5 attaques. La question étant, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, non. Les Triari ont gagné le combat au tour précédent. Donc, ils toucheraient sur 4+. Ça pourrait être intéressant d'essayer. Alors on ne va pas serrer les rangs, du coup on va tester à 4+ avec les Triari et 4+ pour les Scutari. Donc, les Triari en touche 3, les Scutari en touche 3. Sauf que la différence c'est que les Scutari sont de l'infanterie moyenne, ils ont une sauvegarde à 5+. Ah, ils en sauvent 2, c'est bien. Ils prennent 1 point de vie, ils ne seront toujours pas ébranlés. Et les Triari, eux, sont de l'infanterie lourde, c'est du 4+. Pour l'instant, ils en ratent 3. Ils ont droit à leur relance de ténacité, qui rate aussi, pardon. Donc du coup, ils sont ébranlés, ils reprennent 3, ils échappent de peu à la décimation. Et ils perdent donc le combat de 3 contre 1, ils perdent de 2, donc test à -2. Ah, c'est au tour des Romains de faire des 12. 12 moins 2, 10. Non, la Finfeur de Rome tient bon. Passons aux Celtibères qui sont opposés aux Principes. Les Principes ont gagné le combat. Ils sont sur la colline majoritairement, ce qui n'est pas le cas de leurs adversaires. Ils obtiennent donc le bonus de surplomb, donc ils ont +2 pour toucher ce tour-ci, ce sera du 2+. Ils ont leurs 5 attaques, ainsi que 2 soutiens. Les Celtibères, eux, sont désorganisés et ébranlés, par contre ces deux malus-là ne se cumulent pas, donc il y a 6 attaques à 5+. Pour les Celtibères, il y en a quand même 3 qui passent, ça fait de la sauvegarde à 4+. 2 sont réussis, 1 point de vie pour l'unité de Romain, passe à 3, toujours pas ébranlé. Donc pour l'instant, 1 pour les Carthaginois. Les Romains, 2+ les attaques principales, 4+ les soutiens. Donc là, pratiquement tout a touché. Les soutiens ratés. Et sauvegarde à 5+ pour les Celtibères. On sauvegarde quand même 3, ce qui est très bien. Mais ils en encaissent 2 supplémentaires. Ils sont déjà ébranlés et ça ne suffit pas pour les décimer. Donc ça fera cependant 2 points pour les Romains. Victoire des Romains d'un point. Donc à nouveau un test pour les Celtibères. 6 moins 1 font 5. Pour l'infanterie, c'est un repli désorganisé avec soutien. Donc, nos amis vont donc se replier. Et je vais continuer à les poursuivre jusqu'en enfer, une fois. Et mon soutien va me suivre. Voilà pour ce combat-ci. Passons au deuxième combat de Gaulois. Les 2 unités romaines ont remporté le combat et ne sont pas ébranlées. Elles touchent donc sur 3+. Ça fait 7 touches. Les Gaulois sauvegardent sur un 5. Une seule qui passe. Ça fait donc 6. Donc à moins qu'ils gagnent le combat, logiquement, ils seront décimés cette fois-ci puisqu'ils atteignent le double. Donc là, on a un cas de figure où ils atteignent le double. On va quand même faire leurs attaques puisqu'elles sont censées être simultanées. Il y en a 6 à 5+, avec 2 attaques de Maharbal qu'on va séparer. On va en mettre 4 sur les Triari pour commencer. Aucune touche. 4 sur les Principes. Ouh, tout touché sur les Principes.
sauvegarde à 4+, eh ben, ils prennent 3 points de vie, ce qui fait qu'ils seront ébranlés, vu qu'ils passeront au-delà de leur valeur d'ébranlement, mais ce n'est pas la peine de faire un test, puisque l'unité là a déjà, ils ont perdu le combat, et comme ils ont pris le double, ils sont auto-détruits. Du coup, lui va automatiquement faire un test, et il est tué. Donc Maharbal est mort, nous le remplaçons par un remplaçant. Reste à savoir ce qu'on fait. Alors l'unité de Romain qui est là ne pourra pas faire de percée puisqu'elle est ébranlée. Par contre celle-ci peut le faire. Donc vous savez quoi, on va faire une percée sur cette unité de cavalerie. Ou plutôt on va faire une percée dans ce sens-là en attaquant tout ce qui se trouve sur le chemin. Donc cette unité-là va devoir choisir si elle fait sa réaction de charge puisqu'elle y a droit. Alors, le problème, c'est que mon unité est en ordre dispersé. Elle ne pourra pas contrecharger, puisqu'on ne peut pas contrecharger avec une unité dispersée contre une unité formée. Une évasion ne m'arrange pas, parce que j'ai pas envie que mes beaux cavaliers se fassent engager. Quitte à sacrifier une unité, autant que ce soit les Numides. Et éventuellement, s'ils survivent, ils ont la règle fuite-feinte, donc ils pourront sortir du corps à corps. Ils ont la possibilité de le faire. Donc tant pis, je reste sur place et je subis. Alors cette unité, je ne peux pas volontairement la mettre en soutien puisqu'elle est ébranlée, donc du coup je ne peux pas suivre. Je vais me contenter avec cette unité de faire un mouvement vers l'ennemi, puisqu'il est dans mon arc frontal, donc je dois respecter la règle de proximité, j'avance vers lui. Allez, on va résoudre ce combat puisqu'il implique une unité qui n'était pas initialement engagée. Juste pour préciser, j'avais dit que les lances ne servaient à rien contre l'infanterie, c'est faux. J'ai dit des âneries, j'ai relu la règle. Normalement, toute unité, n'importe quel type qui charge de front des lancers et qui n'est pas lui-même lancé ou piqué, perd son bonus de charge. Et en plus, la différence c'est que la cavalerie elle doit faire un test de désorganisation. Bon, ici c'est moi qui charge, donc ça ne rentre pas en ligne de compte, mais c'était pour préciser. La cavalerie numide a donc 5 attaques qui touchent sur 5+. Alors il y a une seule touche, ça peut suffire pour ébranler les triaries. Réussi une fois, tenace, non, avec la ténacité ils s'en sortent. Du coup 0 touche pour les numides et 5 attaques de triarie, touche sur 3+, on n'a que 2 qui touchent. Les numides ont une sauvegarde à 6+. Les deux sont ratés, donc ils prennent 2 points de vie, perte de 2, test à -2, 5 -2 font 3, 3 pour une cavalerie, déroute. Bon, au moins c'est clair, il n'y aura pas de deuxième percée, cela dit. Et du coup la division de Maharbal est en train de se faire complètement meuler, il faudra calculer, elle est peut-être même brisée maintenant. Alors, petit update. Effectivement, du côté de la division de Maharbal, les unités opérationnelles donc, qui comptent, il y a les 2 hordes de Celtibert, la cavalerie noble Celtibert, les Scutari et la cavalerie numide. Les Javiniers ne comptant pas. Comme j'ai déjà perdu une unité de Celtibert et une unité de numide, ça en fait déjà 2 sur 5. Si j'en perds encore une, la division saute et c'est game over pour les Carthaginois pour le coup. Donc là, c'est très dangereux parce que les Celtibert là-bas sont dans la panade. D'un autre côté, la division des alliés romains est également dans la panade puisqu'avec les équitesses qui ont été ébranlées, il est possible d'ébranler la totalité de la division avec un jet chanceux, en espérant que le romain ne parvienne pas à rallier son unité, mais le commandant est loin. C'est à voir. Voilà ce que ça donne, tour carthaginois. Tour 6 carthaginois.
Donc on arrêtera à la fin de ce tour 6, hein, donc les Carthaginois ont commencé, les Romains finiront, puisque cette vidéo va être ultra longue, je m'en excuse, mais au moins elle sera à peu près complète. Alors, les mouvements d'initiative. Alors là, le problème, c'est que les chances sont assez égales, mais je dirais que pour l'instant, les Romains ont quand même un léger avantage du fait que les combats engagés sont assez problématiques pour les Carthaginois. Donc, si je résume, cette unité pourrait éventuellement charger ça. Bon, c'est pas génial, il y a de la lance, donc le malus au toucher, plus encore pire encore la désorganisation qui peut se cumuler, mais elle a déjà 3 blessures. Donc ça pourrait permettre d'ébranler toute la division d'alliés, puisqu'ils seraient tous ébranlés ou détruits. Et donc, on serait certain de faire sauter cette division au tour d'après, puisque le général adverse est au combat, et il ne pourra donc pas venir ici pour rallier. Simplement, le problème, c'est que du coup, si je perds cette unité, eh ben, je perds la division. Et dans le meilleur des cas, ça fera égalité. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Donc cette unité va charger ces lanciers qui vont bien évidemment réceptionner. Voilà donc une charge d'initiative. Le commandant remplaçant de Maharbal va aller au combat. Ça fait toujours une attaque en plus. Hein. Ensuite, les autres mouvements d'initiative. Les Caetretti ici, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient soit venir soutenir ici pour aider leurs camarades, mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire sauter une unité là. Ça pourrait être utile. Parce qu'un coup de javelot bien placé, avec une sauvegarde ratée, et ça peut passer. Allez, on est joueur. On se met à portée de javelot avec un mouvement d'initiative. Hein? Et puis là-bas, on va mettre cette unité en soutien des cavaliers pour être bien certain que cette unité y passe. Voilà pour les mouvements d'initiative. Il n'y a pas d'ordre autrement, puisque tout le monde est au combat. Eh bien, allons-y pour les... non, on va peut-être faire les javelots, là. Allez, 2 coups de javelot, là-dedans. Touche sur 4+, à la base. Infanterie avec bouclier lourde, donc 5+. Cassé, celui-là. On va le relancer. Ça touche! Maintenant, faut pas que ça sauvegarde. Sauvegarde. Non, c'est sauvé. Il ne se passera rien. Parce que s'ils avaient subi une touche, comme ils sont déjà ébranlés, eh ben, même si je n'obtiens pas de 6, eh ben, ils doivent faire un test, s'ils sont déjà ébranlés. Quand ils ne sont pas ébranlés, il faut obtenir le 6 sur le tir, comme expliqué précédemment. Voilà pour le tir, passons au corps à corps. On va commencer par le plus simple, à savoir Hannibal et sa garde punique. Ils ont toujours leurs 6 attaques. Hannibal va renvoyer 3 attaques dans la tête de l'ennemi. L'unité devrait toucher sur 5+, puisqu'elle est ébranlée. Mais comme elle a gagné le combat le tour d'avant, ce sera sur 4+. Et nous rajoutons également en vert 2 soutiens venant des javeliniers. Et bien, ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6. Sauvegarde à 6+. Rien du tout. L'unité prend 6. Elle sera wipée complètement puisqu'elle a pris plus que le double de sa résistance. Donc de toute façon, si elle remporte le combat, l'armée carthaginoise détruit son ennemi là. Mais elle a quand même le droit de riposter. Alors ils ont 5 pauvres attaques. Ils sont ébranlés, ça touche donc sur du 5+. Le général étant là, allez, il va rajouter 2 attaques.
Et c'est parti. 5 plus. Oh! Ils ont décidé de vendre chèrement leur peau, les Romains. Bon, on va voir si ça passe l'armure. Parce que eux, c'est une armure à 5 plus. Non, ils sauvegardent très très bien ces cavaliers puniques. Ils prennent 2 blessures, ça ne suffira pas, ni pour les faire sauter, ni rien. Donc il n'y a pas de test, ceux-ci sautent. Et le tribun là, il meurt. Ou pas, ou il fait capturer, je ne sais pas. Allez, 3. 3, il est blessé, et comme son unité a sauté, il doit impérativement rejoindre une unité de sa division à 24 pouces, sous peine d'être capturé. Ce n'est pas possible, puisque sa division est à l'autre bout du champ de bataille, il est donc capturé par Hannibal. Je peux effectuer un mouvement victorieux, comme ce sera le dernier tour, c'est pas la peine. On va peut-être simplement s'approcher là, pour le fun. Alors eux, je les avais oubliés, mais évidemment, ils faisaient une charge d'initiative contre le carré. Donc on va la résoudre maintenant. Les lanciers libyens ont toujours 7 dés. Et ils ont le soutien des vétérans qui sont derrière. En face, le carré, lui, ne peut mettre que 2 dés par côté, donc il n'aura que 2 dés. Alors, le carré ne peut pas serrer les rangs. Il faut être en ligne pour ça. Donc le carré met une touche. Et du côté des Carthaginois, ils ont chargé, donc ils ont le bonus de charge. Raté ça. Et les soutiens passent tous. Donc on va faire la sauvegarde de la touche romaine. Ça passe, mais les lanciers libyens avaient 3 pertes, elles passent à 4, c'est bon. Et du côté du carré, alors les carrés ont un bonus de sauvegarde déjà de base, donc 3 plus. Ah bah dis donc, alors le carré il a tout sauvé sauf 1, donc ça fait une blessure seulement pour le carré. Il avait déjà subi une blessure, il passe à 2. Mais ce faisant, c'est une égalité. Les Romains sont bien organisés et ce carré ne le ronge pas. Spéciale dédicace pour Sylvain qui aime tellement les carrés. Scutari contre Triari. Je vais essayer de ne pas perdre mes Triari. Même si je vais sans doute pas faire de dégâts. Donc je vais me mettre en serrer les rangs. Je vais donc avoir 5 dés qui toucheront sur du 6+, vu que je suis déjà ébranlé, et 2 malus se cumulent. Rien du tout. Je ne touche pas. Les Scutari ont gagné le combat. Ils me touchent donc sur 3+. Et forcément, c'est là qu'on fait de la merde. Donc il n'y a que 3 touches. Bon, ça peut suffire. Sauvegarde à 3+. Donc il y en a une qui est sauvée, ils ont la ténacité, ils en sauvent une deuxième, ils en prennent une, donc ça fait que c'est une défaite d'1 point pour les Romains. Test de panique, à -1, 6, 7, -1, 6, donc ça nous fait du repli en bon ordre, si je me souviens bien. Les Scutari n'ont pas eu la peau de Triari. Et du coup, on va poursuivre. Le petit éléphant, qui est bien blessé déjà. Alors, lui, il a 3 attaques, puisque on est au 2e round, qui vont toucher sur 5+, car il est ébranlé. Il en touche une. Je ne serre pas les rangs, je précise. Et je sauve. Mes Principes ont toujours leurs 5 attaques, ils ont remporté le tour précédent et ils ont 2 attaques de soutien.
Ça fait donc du 3+, et 4+ le soutien. Le soutien, il y en a un qui rate, tout le reste est touché. L'éléphant doit faire 6 sauvegardes. Alors cette fois-ci, il n'y a pas le pylône, puisqu'on est au deuxième round. Ça fait donc 4+. Il sauvegarde plutôt bien, mais ça fait quand même encore 3 blessures supplémentaires, et donc une défaite de 3. L'éléphant fait un test à -3. 10 moins 3 font 7. Une fois de plus, un gros jet. Mais cette fois-ci, 7 pour de la cavalerie. Repli désorganisé, il touche le bord de table, il sort, il est donc considéré comme détruit. Je peux faire un mouvement de consolidation et je décide avec les Romains d'aller. Parce qu'une percée ne peut se faire que dans l'arc frontal, hein, je précise. Donc là, je ne vais pas faire une percée, je vais faire un mouvement de consolidation et je vais aller par là pour qu'à mon tour, je puisse assurer la défaite de cette division. Mon unité va gentiment faire sa reformation par ici. Alors évidemment, quand vous tournez, hein, les roues sont gratuites, mais il faut quand même vous assurer que aucune figurine ne fasse plus que ce qu'elle a le droit de faire. Donc vous mesurez depuis le point le plus éloigné. Les Celtibères là-bas. Ils ont donc encore leur 6 dés. Ils sont toujours ébranlés et désorganisés, donc ça touche sur 5+. Les Principes ne sont pas ébranlés, mais ils vont certainement le devenir. Mais le problème c'est que si je me mets en serre les rangs, je risque de ne pas réussir à vaincre cette unité. Ou alors j'essaye de jouer l'arrivée des renforts. Je vais me mettre en serrer les rangs parce que j'ai le bonus de victoire qui peut peut-être me suffire. Donc je fais déjà les attaques des Celtibères. Il y en a 2 qui touchent, le reste est raté. Du coup, ça fera de la sauvegarde à 3+ pour nos Principes. Il y en a une qui rate, ils seront ébranlés. C'est ce qu'on voulait éviter. Les Romains, 5 attaques, 2 soutiens. Touche sur 4+, puisque je serre les rangs, mais j'ai remporté le combat. Donc, ça c'est raté. Il y en a 4 qui passent, c'est de la sauvegarde à 5+. 3 pertes supplémentaires, ce qui me permet de gagner le combat de 2. Celtibère fait un test à -2. 6 - 2, 4. 4 pour une infanterie. Déroute si ébranlé. Donc déroute puisque l'unité est ébranlée. Boum, je les aurais eus. Je peux donc me faire un petit mouvement de consolidation et je vais également aller par là-bas. Et le soutien suit. En restant, si possible, en soutien. Pas forcément au même endroit. Alors, j'ai pensé à un truc, c'est que comme le général là-bas s'est fait capturer, il est considéré comme tué, comme s'il était tué d'ailleurs, donc je peux mettre un remplaçant. Donc techniquement, je peux avoir un remplaçant dans ma division. Donc, je ne suis pas forcément game over côté romain. C'est quand même l'avantage, c'est que comme il est mort, il a un remplaçant, et peut-être que le remplaçant arrivera à sauver la situation. Donc ça va être tendu, mais c'est pas forcément une défaite auto pour les Romains. Dernier combat. Alors la cavalerie noble Celtibère devrait toucher normalement sur 3+, avec le bonus de charge. Malheureusement elle charge des lanciers. Donc elle a déjà -1, ça fait du 4+, et en plus elle doit faire un test de désorganisation. C'est réussi, donc elle n'aura pas un malus supplémentaire, elle ne sera pas désorganisée, ce qui est une bonne chose. Cette unité a 8 en choc. Et mon unité de triarie va serrer les rangs. Il y a tout qui a
Là, les Gaulois, ils en veulent. Triari, 3+, pour sauver. Ouh, c'est pas bon. Enfin, si, c'est pas mal quand même. Et la ténacité. Non, eh ben, ils prennent 3 points. 3 pertes. Ils évitent la destruction directe. Ils peuvent faire une riposte, mais à 6+, vu qu'ils sont, ils sont ébranlés. Ah non, ils n'étaient pas ébranlés, excusez-moi. Ils le sont maintenant. Et donc maintenant, c'est du 5+. Je ne touche rien. Du coup, je perds le combat de 3. On teste à -3 pour les Triari. 9 - 3 font 6. C'est un repli en bon ordre. Mais du coup, là, je perds potentiellement la partie avec les Romains, puisque je vais devoir réussir à rallier au moins une unité qui est ébranlée avec mon remplaçant, si je veux éviter de perdre. Et le Carthaginois, est-ce qu'il est dehors lui? Alors, 1, 2, 3. Bah lui, il est également out, donc ce sera une égalité. Ouais, parce que la division de Maharbal comportait 5 unités. Dernier tour romain. Donc on va faire déjà le bilan. Côté carthaginois, les Carthaginiens sont déjà vaincus en fait, puisque la division de Maharbal est brisée. Elle avait 5 unités opérationnelles, il n'en reste plus qu'une seule en état. 2, il n'en reste plus que 2. Donc il y a plus de la moitié des divisions qui ont été détruites, les 2 hordes celtibères et les Numides. Donc cette division est détruite. Ça prendra effet au prochain tour des Carthaginois, donc même si j'ai dit que j'arrêtais au tour 6, en théorie il n'y a pas de limite de tour. On doit continuer jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. Donc, le cas échéant, on ira jusqu'au bout. Côté romain, la défaite n'est pas si évidente que ça, parce que la division romaine centrale est toujours en état de combattre. Elle a encore beaucoup d'unités qui sont encore en état de combattre. La division des alliés de la droite a été pulvérisée, donc ça en fait une, mais comme ils ont 3 divisions, il faut en détruire plus de la moitié aussi, donc il faut détruire la division des alliés au moins. La division des alliés, il y a encore 1, 2, 3 unités dans cette division. Seuls les équitesses ont été détruits, et toutes les autres unités de la division qui comptent, puisque les tirailleurs ne comptent pas, toutes les unités qui comptent sont ébranlées. Donc il y a 2 conditions pour qu'une division soit brisée. C'est soit, au début du tour, la moitié plus 1 des unités de la division sont détruites, ou qui ont quitté la table ébranlée, ce qui équivaut à détruit. Ou bien, deuxième possibilité, toutes les unités restantes de la division qui compte sont ébranlées. C'est le cas ici. Mais par contre, il précise bien qu'on laisse une dernière chance au commandant de la division de rallier éventuellement une unité. Là, en l'occurrence, c'est le remplaçant, le fameux remplaçant romain, qui va pouvoir tenter de rallier ses troupes. Donc, il ne peut pas rallier cette unité puisqu'elle est au combat, mais il va tenter de rallier une des deux là. Mais on peut quand même terminer le tour. On va pas s'amuser à faire les mouvements ou rien, on va juste déjà savoir s'il y a égalité ou victoire romaine. Donc le remplaçant a commandement moins un cran en dessous de celui qui remplace, donc il a commandement 7. Il va donc faire un ordre de ralliement, on va dire, sur eux. Et s'il parvient à réussir cet ordre, eh ben, les Romains ne seront pas déroutés en même temps que les Carthaginois. Allez. Eh bien, c'est un 8. Nous avons donc une égalité, puisque les Alliés vont fuir le champ de bataille au tour suivant.
Et les Carthaginois, eux aussi, ont perdu beaucoup trop de force pour pouvoir continuer. Je dois dire qu'il y a eu un mouvement de balancier intéressant, c'est-à-dire que au début, les problèmes de commandement, le manque de coordination de l'attaque carthaginoise me faisaient dire que les Romains allaient sans doute prendre l'ascendant, mais en fait, les troupes ont bien tenu au centre. Ensuite, quand la droite romaine s'est fait pulvériser, eh bien, on s'est dit, enfin là, je me suis dit à ce moment-là que c'est bon, les Carthaginois allaient faire l'huile sur glace et ça allait être bon. Et puis au final, le fait d'avoir raté l'ordre décisif contre le carré m'a permis de gagner un tour pendant lequel finalement mes troupes ont réussi à prendre le dessus, et notamment les alliés ici qui ont été très très bons, c'est vraiment eux qui ont charbonné à fond. Bon, les Romains du centre aussi hein, ont bien bossé, mais ils ont eu beaucoup plus de mal contre les piquiers carthaginois, etc. Alors que là, les alliés ici, non seulement ils ont encaissé la charge pour certains, mais ils ont gagné, et ils ont repoussé l'ennemi jusqu'à le finir. Donc au final, c'est la défaite des alliés carthaginois qui scelle la chute de l'armée d'Hannibal. Hannibal ne repart pas broucouille tout de même, puisqu'il a capturé un joli tribun de Rome, peut-être un fils de sénateur, qui sait. Et du côté romain, le consul, lui, n'a pas réussi à avoir Hannibal. Et cette bataille est donc sanglante mais indécise, et les deux armées vont devoir penser leur plaie et retourner vers leur base. Voilà, j'espère que vous avez eu un panorama le plus complet possible du jeu. Alors il y a certains cas de figure qu'on n'a peut-être pas forcément vus, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. Alors je m'excuse pour la longueur de cette vidéo qui fera sans doute 4 heures, je ne sais pas si je la couperai ou pas. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que celui-ci vous sera instructif et que ça vous donnera envie d'essayer le jeu. Il est très très bien, c'est le premier jeu historique que j'ai commencé, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le jouer. Par contre, c'est vrai qu'après avoir joué à Valor and Fortitude, et même Furioso d'ailleurs, que je trouve pourtant plus compliqué que Valor and Fortitude, c'est vrai que le caractère extrêmement verbeux du bouquin qui n'aide pas, et le fait d'avoir beaucoup d'exceptions dispersées dans tout le bouquin, c'est ça qui est vraiment emmerdant, fait que ça rend le jeu compliqué, hein, ce qui explique la longueur, hein, parce qu'il y a des principes simples. Vous voyez, une fois qu'on a appris des règles, ça va vite, c'est fluide, c'est très très bien, c'est très bien foutu. Mais c'est vrai que pour cette vidéo, je me suis fabriqué une feuille de référence que je vous mettrai peut-être en description. Mais quand j'ai fait cette feuille, elle faisait 4 pages, alors que celle de Valor and Fortitude faisait 2 pages. C'est dire à quel point il y a toujours des exceptions partout. Et le problème, c'est que ce n'est pas des exceptions qu'on peut forcément passer sous silence en se disant c'est un cas de figure très précis. Non, justement, c'est des exceptions qui ont quand même des chances raisonnables de se produire, donc on est obligé de les mettre dans le résumé. Donc voilà, mais à part ça, toujours un plaisir de le jouer, il est très bien. Comme vous voyez, c'est très porté sur le corps à corps, hein, c'est le but. Les armes blanches et le combat en mêlée. Donc si vous aimez ça, foncez, c'est vraiment bien. Le jeu est fluide, les combats sont palpitants, c'est vraiment bien, c'est chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.